Bonjour à toutes et tous, bienvenue à cet événement dédié à la découverte de l'essentiel et même plus du secteur de l'assurance. Un condensé d'informations utiles et pratiques à destination des acteurs de la promotion des métiers, de l'orientation, de l'emploi, de la formation et de l'inclusion. Pour ouvrir cet événement organisé par France Assureur avec l'appui de l'opérateur de compétences Atlas, Cathy Riffochenel, vous êtes sous-directrice du département emploi, formation et diversité à France Assureur. Bonjour. Bonjour Nicolas et bonjour à toutes et à tous. Alors tout d'abord quelques éléments pour appréhender le secteur de l'assurance dans sa globalité et plus particulièrement la branche des sociétés d'assurance. Oui, donc tout d'abord, le secteur de l'assurance est composé de 4 branches professionnelles. On a d'une part les intermédiaires, représentés par la branche des agents généraux d'assurance et celle du courtage, la branche des sociétés d'assistance et puis celle que je représente aujourd'hui, c'est la branche des sociétés d'assurance. La branche des sociétés d'assurance donc, est représentée autour d'une fédération, c'est France Assureur, qui est composée de 247 entreprises d'assurance et qui représente à elle seule 99% de l'assurance du marché de l'assurance en France. Donc, composent ces entreprises les sociétés mutuelles d'assurance, mais également les sociétés anonymes et les banques assureurs. France Assureur s'est doté d'une raison d'être qui indique bien en fait l'ambition des assureurs autour de cette raison d'être, qui est mobiliser toutes les énergies de l'assurance pour faire avancer la société en confiance. Mobiliser, on l'aura compris, c'est mobiliser évidemment les collaborateurs, mais mobiliser aussi tous les membres de France Assureur et mobiliser tout l'écosystème. Et puis l'assurance ne saurait exister sans cette confiance qui est nécessaire autour d'une ambition commune et partagée. Donc voilà pour la raison d'être, on va voir les principales missions de France Assureur. Oui, alors parmi les multiples missions de France Assureur, évidemment, nous représentons l'assurance auprès des pouvoirs publics, que ce soit au niveau national ou international, mais également des institutions et des autorités administratives. On offre aussi à nos adhérents un lieu de concertation, et ça c'est indispensable et utile, de façon à analyser les questions assurantielles au plus proche du terrain. C'est également fournir des données statistiques essentielles évidemment à la profession, informer le public et les médias. C'est notamment notre objet de ce jour, dans l'objectif est aussi de promouvoir les actions de prévention, puisque l'assurance c'est aussi de la prévention. Et puis c'est promouvoir la place de l'assurance dans le monde éducatif et dans le monde académique. Alors le secteur peut aussi être appréhendé par un certain nombre de chiffres clés, de données clés. On va en voir un certain nombre à l'image. Quels sont ceux qui vous paraissent les plus intéressants à mettre en avant? Oui, alors là on a un panel de données statistiques, évidemment, je ne vais pas tous les commenter. Peut-être à titre d'exemple, c'est 56 millions de véhicules assurés chaque année, c'est presque 35 000 nouveaux sinistres gérés par jour. C'est 2 742 milliards d'euros d'investissement dans l'économie. Donc voilà en quelques mots et quelques chiffres ce que représente la réalité de l'assurance aujourd'hui en France. France Assureur résume ses enjeux autour de 3 grands axes, 3 axes d'ailleurs que l'on retrouve sur le site www.franceassureur.fr. Oui, oui, tout à fait. Donc, comme je le disais à l'instant, l'assurance, 3 axes. L'assurance protège les biens et les personnes et les entreprises tout au long de leur vie. Mais l'assurance finance, c'est ce qu'on sait souvent moins. L'assurance finance l'économie, plus de 2 700 milliards d'euros d'investissement avec plus de 31% d'investissement vert en 2021. C'est aussi à soulever et important. Et puis l'assurance emploi, c'est plus de 153 000 collaborateurs dans les sociétés d'assurance, plus de 17 000 recrutements l'an dernier avec un quart en alternance. Merci. Ces enjeux de visibilité, de lisibilité sont d'ailleurs au cœur de l'événement que vous avez tenu à organiser aujourd'hui. Oui, alors cet événement, c'était important pour nous. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de rendre visible la profession, ses spécificités, ses réalités, ses métiers et ses ambitions. Mais c'est aussi rendre concret. On a voulu cet événement avec des représentants de l'assurance, des professionnels qui vont incarner leur quotidien, illustrer leur mission au travers de cet événement ce matin. Et puis on a voulu aussi rendre lisibles les enjeux et les missions des assureurs, répondre évidemment à toutes les questions qui nous seront posées aussi bien ici au studio qu'à distance. Donc les questions sont ouvertes.
Merci beaucoup Cathy Riffaut-Chenel pour cette entrée en matière. Alors 3 temps forts pour vous éclairer. Le premier temps fort, au-delà des représentations, que recouvre le secteur de l'assurance? Comment en parler? Quelles sont les données clés? Deuxième temps fort, quelle voie d'accès pour quel public? Troisième temps fort, comment évoluer quand on entre dans le secteur? Quelles passerelles, quelles conditions de travail, quelles conditions d'emploi? Des témoignages, des chiffres clés, des questionnaires à choix multiples, vos questions que vous pourrez poster sur le fil de discussion, sur l'application sur laquelle vous êtes connecté. Tout cela rythmera nos échanges. Et tout de suite, le premier temps fort avec les 2 premiers intervenants, Bruno Chassaigne d'AXA et Norbert Girard de l'Observatoire de l'évolution des métiers de l'assurance qui vont rejoindre le plateau. Premier temps fort, l'assurance, ses contours, ses spécificités, ses métiers, ses besoins de recrutement sur des métiers classiques, des métiers émergents, des métiers rares. Avec 2 interlocuteurs en plateau, Norbert Girard, vous êtes secrétaire général de l'Observatoire de l'évolution des métiers de l'assurance, l'OEMA. Bonjour. Bonjour Nicolas et bonjour à tous. Et Bruno Chassaigne, vous êtes responsable classification et évaluation des postes à AXA France. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Alors pour démarrer, un aperçu en images des idées reçues dans le secteur de l'assurance pour lancer nos échanges. On va reprendre et approfondir certaines de ces idées reçues, certaines de ces représentations avec nos 2 intervenants en plateau. Alors, première représentation bien ancrée, Bruno Chassaigne, les assureurs sont lents, ils ne sont pas toujours présents lors des grandes catastrophes naturelles, ils sont peu impliqués dans la transition écologique et dans les évolutions sociétales. Qu'en est-il ?
Alors, si on prend les différents éléments, notamment les catastrophes naturelles, c'est vrai que ce sont des événements très médiatisés où l'urgence et l'immédiateté sont présents. Pour autant, je crois vraiment que les assureurs, depuis de nombreuses années, cherchent à accélérer leur réactivité. Aujourd'hui, les experts qui interviennent sur le terrain, notamment lors des catastrophes naturelles, ont des moyens à leur disposition. Concrètement, ils peuvent avoir des cartes bleues avec prépaiement pour débloquer des fonds, ils peuvent avoir des solutions d'hébergement, ils peuvent mettre en place des cellules psychologiques. Donc avant même le décret de catastrophe naturelle qui est décidé par les autorités publiques, les experts sont présents sur le terrain pour accompagner les assurés dans ce malheur. Et sur la question du rapport avec la transition écologique, avec le développement durable, là, quelle est la réalité du secteur? En quoi c'est pris en compte aujourd'hui par les sociétés? Alors j'ai envie de répondre sur 2 points. Le premier a été abordé tout à l'heure. Les assureurs ont un rôle essentiel en tant qu'investisseurs. Et très tôt, ils ont, je crois que c'est dans les années 2016-2017, très tôt les assureurs ont communiqué sur leur rôle dans les démarches de décarbonisation, de financement des activités peu ou pas carbonisées. Et donc très tôt, c'est un secteur professionnel qui a été présent à ce rendez-vous. Donc là, c'est sur le rôle plus institutionnel et financement institutionnel. Et puis sur un côté peut-être plus pratico-pratique, on voit que les assureurs et les équipes qui sont sur le terrain ont une forte proximité avec les élus locaux, par exemple, pour faire des plans de prévention quand il y a des vagues submersives, quand il y a des incendies de forêt ou autres. Donc il y a des équipes spécialisées qui interviennent en amont. Et puis, depuis quelque temps, on voit que les assureurs mettent en place ou utilisent des pièces de rechange, par exemple, avec du matériel de réemploi quand il y a des accidents automobiles ou quand il y a des reconstructions de bâtiments. Donc, je pense que le secteur est très, très ancré dans ce domaine-là. Alors, deuxième image qui, elle aussi, est assez ancrée, ce secteur serait avant tout un secteur financier, Norbert Girard. Oui, alors c'est vrai qu'on le présente souvent comme tel. Et on vient de rappeler quelques chiffres. Cathy Riffaut rappelait les 2742 milliards à date qui sont investis dans l'économie. Certes, c'est une partie des équipes qui à la fois gèrent les fonds que nous ont confiés les assurés, mais qui participent également au financement de l'économie. Et globalement, le métier d'assureur au sens générique du terme, c'est d'abord un métier de service. Et je pense que l'animation qui a été diffusée juste avant montre bien tous les aspects par lesquels les assureurs sont présents au quotidien en proximité des assurés. Peut-être un a priori à dépasser, c'est qu'effectivement, dans ce contexte de digitalisation de l'économie ou de numérisation de l'économie, en fait, la relation humaine n'a jamais été aussi importante. Et donc, les assureurs sont présents en proximité de leurs assurés. Les missions ont sensiblement évolué. De quelle manière, Bruno Chassaigne ? Alors, je vais rebondir sur ce que vient de dire Norbert. C'est-à-dire qu'on est vraiment aujourd'hui très orienté sur le service et sur la réponse des besoins des assurés. L'assureur, entre guillemets, n'est plus là uniquement pour régler un sinistre comme c'était il y a encore quelques années. Il apporte du service. Il est même parfois précurseur. Je pense à la téléconsultation, donc, qui maintenant est quasiment quelque chose de presque anodin, qui n'existait pas encore il y a quelques années. Ce sont bien les assureurs qui ont mis en place, qui ont généralisé ces dispositifs de téléconsultation pour les assurés. Donc on est là vraiment dans une approche globale de services rendus aux assurés. Autre frein que l'on peut percevoir, les métiers de l'assurance sont vus comme étant des métiers très techniques, difficiles d'accès, voire hors d'atteinte pour un certain nombre de candidats. Oui, alors on parle souvent du métier d'actuaire, qui est un métier très technique, mais l'assurance ne se résume pas à ce métier, bien heureusement. Et donc il y a énormément aussi de métiers dits supports qui viennent accompagner ces métiers opérationnels assurance. Il y a des métiers de comptable, il y a des métiers
de juristes, il y a des métiers d'informaticiens. Juste un exemple pour AXA France, il y a 1200 ou 1300 informaticiens. Donc ce sont des équipes vraiment assez importantes pour venir soutenir les métiers plus opérationnels ou plus techniques. Un complément de réponse, Norbert Girard? Oui, alors certes, les métiers sont techniques, mais ils ne sont pas que techniques. Et en tout état de cause, ils s'apprennent. On parle beaucoup de soft skills aujourd'hui, tout ce qui est compétences comportementales, relationnelles, cognitives, situationnelles, pédagogiques. C'est un ensemble de compétences à maîtriser, parce que la finalité de notre métier, pour le dire d'une manière un peu raccourcie, c'est pas d'envoyer un chèque à celui qui n'a pas eu de chance, c'est de l'accompagner dès l'amont pour bien définir son besoin de couverture assurantielle, s'assurer tout au long de la vie du contrat qu'on est toujours en phase avec ses besoins de couverture, et malheureusement, si un sinistre survient, être présent à proximité du client pour l'accompagner au sortir du problème qu'il rencontre. Oui, et finalement, on perçoit souvent l'assurance à travers deux de ses métiers principaux, vendre des contrats, gérer les sinistres. Vous démontrez que ça va bien au-delà l'un et l'autre. Oui, tout à fait. J'ai envie de donner peut-être une anecdote ou un exemple. Il y a quelque temps, je suis intervenu avec un collègue dans une université où le public était composé de juristes qui étaient en Master 2. Et j'étais avec un de mes collègues qui était un ancien avocat. Et les personnes qui étaient présentes, les étudiants qui étaient présents, découvraient que dans le monde de l'assurance, il y avait aussi des avocats, il y avait aussi des juristes. Donc voilà, l'assurance, ce n'est pas que le métier d'actuaire ou que ce ne sont pas que les métiers très techniques, comme vous le disiez. Norbert Girard? Oui, effectivement. Et puis, on a peut-être rencontré les mêmes juristes d'ailleurs. Mais c'est vrai que juriste, c'est à la fois un contenu technique, la connaissance du droit. Et le droit est vaste. Il y a plein de domaines où exercer. Le droit social, le droit des affaires, le droit des assurances, le droit civil, surtout et principalement. Mais c'est aussi une méthodologie d'analyse des situations, des problématiques pour trouver des voies de passage et des voies de solution. Et il y a beaucoup de liens, finalement, dans la rationalité de l'analyse entre un juriste et un mathématicien ou un data scientist, pour prendre un métier à la mode. Mais le cœur de métier, c'est les 2 tiers sur des techniques assurantielles, 1 tiers sur des fonctions support, comme Bruno le rappelait à l'instant. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Bruno Chassaigne, Norbert Girard, vous restez avec moi en studio et on va accueillir à présent Mathieu Carrier d'Atlas pour évoquer ensemble les données emploi, métiers et besoins de recrutement. À la découverte des chiffres clés, des métiers, des besoins de recrutement de l'assurance. On accueille Mathieu Carrier, vous êtes directeur ingénierie et certification de l'opérateur de compétences Atlas, qui recouvre 4 grands champs, les banques, l'expertise comptable, le secteur du conseil et le grand secteur de l'assurance. Bonjour Mathieu. Bonjour à tous. Alors avant de découvrir avec vous deux les données emploi, métiers, besoins de recrutement, on va vous soumettre à vous, participants, internautes, un premier questionnaire à choix multiples. Quel a été le volume de recrutement en 2021 dans les sociétés d'assurance alors que la pandémie était en phase de décélération? Donc sur la plateforme, vous allez dans l'onglet sondage, vous cliquez sur l'onglet sondage, vous aurez cette question qui apparaît, vous avez 4 choix qui vous sont proposés. Est-ce que en 2021, c'était 7100 personnes qui ont été recrutées, 12 100, 17 100 ou 22 100? On va vous laisser un peu de temps pour faire votre choix et je vous rappelle que vous pouvez bien sûr sur le fil de discussion poster tous vos commentaires. Cet événement est fait pour ça et toutes vos questions à nos intervenants. Norbert Girard, on a vu tout à l'heure en ouverture les chiffres clés de l'assurance en nombre d'entreprises, en nombre de salariés. Quelles sont cette fois, si l'on se penche plus particulièrement sur les données d'emploi, les principales caractéristiques du secteur de l'assurance, notamment des sociétés d'assurance? Quelle est la répartition géographique?
Alors, sur la répartition géographique, on va dire que 4 salariés sur 10 travaillent sur la région Île-de-France. Et donc 6 salariés sur 10 travaillent en province, donc dans l'ensemble du territoire national. Maintenant, il y a plein d'autres chiffres également que l'on pourrait proposer pour illustrer ce profil sociodémographique de l'assureur, entre guillemets. Alors on va voir quelques chiffres en particulier, notamment sur le taux d'encadrement, la proportion de CDI, l'ancienneté moyenne, et je vous laisse commenter ces chiffres-là. Alors si on peut les apercevoir à l'image. Voilà, en attendant que ça apparaisse, peut-être, voilà, vous allez pouvoir nous les commenter, merci. Quelques chiffres, alors par tous, si l'ensemble des données sont disponibles sur le site de l'Observatoire, bien évidemment. Mais un chiffre intéressant, c'est 93,1% de salariés en CDI. Ce chiffre est important parce que ça montre que le secteur de l'assurance est essentiellement composé de personnes qui sont là de manière longue. Quand on le compare à l'ancienneté moyenne, plus de 13 ans, ça veut dire que si effectivement on a coutume de dire qu'on vient souvent dans l'assurance par hasard, sauf atavisme familial, on y reste par choix. Et ça, c'est important. Et on y reste par choix parce que les conditions d'exercice de son métier sont bonnes et d'évolution professionnelle sont bonnes. Et le différentiel d'un peu moins de 7%, forcément, c'est du CDD, mais dans une large mesure aussi, c'est de l'alternance, c'est-à-dire c'est la possibilité de rejoindre le secteur de l'assurance et d'y préparer un métier en y préparant un diplôme. Donc ces deux chiffres-là déjà sont en soi éclairants. Et puis on a dit que c'était des métiers relativement techniques. Et effectivement, on peut le voir sur l'indicateur du taux de cadre, plus d'un salarié sur deux a le statut cadre. Alors ce n'est pas nécessairement au moment où on entre dans la carrière, mais en tout état de cause, ça donne des possibilités d'évolution pour accéder à des niveaux de responsabilité qui correspondent à un statut cadre. Et alors, autre donnée intéressante, bien sûr, quels sont les principaux métiers? Et là, on se penche plus particulièrement sur les salariés en poste. Quel est le top des métiers exercés dans le secteur? Et vous nous avez proposé une extraction de vos données de l'Observatoire. Oui, une petite extraction sur la répartition des salariés par grand domaine fonctionnel de métier. Donc on a une nomenclature de branches qui a été adoptée par toute la profession au niveau des sociétés d'assurance. On a mis, donc qui se décompose en 14 grands domaines fonctionnels. On voit dans une couleur un peu plus sombre, orange, ce qui correspond au métier cœur. Le métier cœur correspond au cycle d'activité économique de l'assurance. On conçoit les produits, on les distribue et ensuite on les gère, ce qui inclut à la fois la gestion des contrats, mais aussi la prise en charge des dossiers sinistres. Et puis on a toutes les fonctions support qu'on a déjà citées pour partie tout à l'heure, qui constituent un tiers grosso modo des effectifs. Et donc dans cette répartition, on a un gros tiers qui sont des métiers liés à la distribution, au développement commercial. Les métiers de l'indemnisation aussi sont très importants et en croissance parce que les assureurs investissent beaucoup sur cette fonction d'accueil des sinistrés avec toute la charge émotionnelle qui accompagne la survenance d'un sinistre et les inquiétudes que l'on peut avoir à ce moment-là. Et puis on a aussi les systèmes d'information. On recrute beaucoup d'informaticiens également parce qu'on a des gros systèmes à gérer, surtout avec les problématiques actuelles qui sont liées à la sécurité. Et puis après, je ne vais pas décliner tout le panel des métiers qu'ils composent, mais voilà en gros comment se répartissent les 153 300 salariés au 31 décembre 2021. Et intéressant de voir effectivement que les systèmes d'information arrivent en 3e position, donc sur le podium. On va découvrir la réponse des participants au webinaire sur le nombre de recrutements qui ont été réalisés dans la branche des sociétés d'assurance en 2021. Donc voilà, si on veut bien afficher le résultat. Donc pour voir en fait ce résultat s'afficher, vous retournez dans l'onglet sondage et vous allez apercevoir le pourcentage qui va apparaître. Donc encore quelques instants pour faire apparaître la bonne réponse, enfin la réponse que vous avez choisie. Vous aviez 4 possibilités: 7 100 recrutements en 2021, 12 100 recrutements, 17 100 ou 22 100 réalisés sur l'ensemble de l'année 2021. Donc apparemment le système, la plateforme a un petit coup de chaud et a du mal à vous délivrer la réponse que vous avez choisie pour ce questionnaire à choix multiples. On va en attendant alors poursuivre notre discussion
Et je pense qu'on devrait avoir d'ici une poignée de secondes, quelques dizaines de secondes le résultat. Mathieu Carrier, on va faire un focus plus détaillé sur les offres d'emploi. Vous avez en fait agrégé un certain nombre de données qui permettent de voir combien, toujours sur l'année 2021, d'offres ont été proposées par les sociétés d'assurance, données agrégées sur un ensemble de plateformes. Oui, tout à fait. Nous essayons de récolter l'ensemble des offres d'emploi qui sont publiées à Pôle emploi, à l'APEC, mais l'ensemble du coup des job boards. On essaye de retraiter du coup l'ensemble de ces offres d'emploi et d'en faire ressortir quelques tendances pour l'ensemble de nos secteurs. Concernant du coup les sociétés d'assurance, on a repéré 35 000 offres d'emploi pour l'année 2021 qui inclut du coup des CDI, des CDD, mais on inclut également des offres d'emploi dans le cadre de l'alternance, également des stages longs. Ce qui est intéressant de voir, c'est surtout du coup la tendance qui est haussière sur les dernières années. On a presque un doublement de ces offres d'emploi en 5 ans. Et aujourd'hui, un doublement quasiment, enfin plus 50%, pardon, par rapport à l'année 2020 qui était une année un peu particulière. Et quand on regarde dans le contenu de ces offres d'emploi, on s'aperçoit qu'il y a 62% d'offres d'emploi qui visent un CDI, un tiers de ces offres d'emploi qui se situent du coup en Île-de-France. Ça vient corroborer les propos de Norbert. Et quand on regarde du coup les niveaux de diplôme qui sont attendus dans le cadre de ces offres d'emploi, pour un peu moins de la moitié, on est sur un niveau Bac+2, BTS, DUT, et à peu près la moitié également pour des niveaux soit licence, soit master. Alors, on a la réponse qui s'est affichée sur la plateforme sur laquelle vous êtes tous connectés. 44% d'entre vous pensent que c'est 17 100 recrutements en 2021. À vrai dire, on a affaire à des connaisseurs, Norbert Girard. Oui, visiblement, oui. C'est la bonne réponse. En effet, 17 100 recrutements réalisés tout au long de l'année 2021. Un chiffre qui est en hausse, malgré la crise. Voilà, on voit la diapositive apparaître. Donc, des recrutements qui sont en hausse d'année en année, qui correspond à un pourcentage de 11%, le taux de renouvellement. Alors, sur 2020, on avait eu un léger retrait, mais pour la cause de crise, il y avait un peu moins de mobilité et de turnover dans les entreprises, donc des recrutements moindres, mais ça reste quand même à un haut niveau. Tous les ans, l'assurance crée de l'emploi et recrute massivement. Donc 17 000 recrutements en 2021, autour de 35 000, Mathieu Carrier, offres d'emploi. On va voir à présent quels sont les métiers qui ont donné lieu au plus grand nombre d'offres d'emploi. Oui, tout à fait. Alors, nous essayons de classer du coup l'ensemble de ces offres d'emploi selon un référentiel qui est propre du coup à l'OBCO pour agréger des métiers à grande maille. Ils sont beaucoup moins bien décrits et fins que ce que nous fait l'Observatoire, mais ça nous permet d'avoir des indicateurs globaux. Et à travers ces 5 métiers ou métamétiers, comme on les appelle, on retrouve à peu près un tiers des offres d'emploi qui sont publiées, avec en première position du coup le conseiller commercial, un peu plus de 3000 offres d'emploi publiées. En deuxième position, le chargé de clientèle. Donc, ça vient là aussi en cohérence avec les propos qui ont été évoqués depuis ce matin. En quatrième position, le chargé d'affaires en assurance. Cinquième position, le conseiller en assurance. Et puis, à cinquième place, le développeur solutions digitales, donc qu'on n'attend pas forcément dans le secteur de l'assurance. Et en fait, c'est révélateur de la transformation de ce secteur, des forts besoins. On va le voir notamment dans les logiques d'hybridation de la relation client. Les métiers de l'assurance sont fortement impactés, on le sait, par la transition numérique. L'OBCO a mené une étude auprès des 4 branches du secteur de l'assurance sur les métiers et sur l'impact sur les compétences attendues. Et vous avez identifié 5 grandes transformations. Oui, tout à fait. Alors, c'est 5 mutations qu'on a repérées avec nos 4 branches professionnelles de l'assurance. Ces 4 mutations, quelles sont-elles ? Un, je l'ai évoqué, la question de l'hybridation de la relation client. C'est ce qu'on a tous vécu dans nos vies personnelles et aujourd'hui, on est habitué à avoir une plateforme dans la relation du coup avec nos assurances qu'on a tous dans nos vies privées. Deuxième mutation qu'on a repérée, c'est l'automatisation de tâches simples, notamment grâce à l'intelligence artificielle, le traitement de facturation, d'analyse de données et de traitement automatisé. Troisième mutation qu'on a repérée, c'est l'accélération de l'usage des objets connectés, l'Internet des objets, qui permet de capter un grand volume de données. Et c'est notre 4e mutation. Le fait de disposer d'un gros volume de données permet du coup d'avoir une analyse qui soit plus fine, et c'est très important dans les métiers de l'assurance pour pouvoir définir le juste contrat pour couvrir les individus et les entreprises. Et puis, 5e mutation, là aussi ça a été évoqué par Norbert, un enjeu de protection accrue des données, donc des enjeux autour de la cybersécurité qui sont croissants.
Ces transformations font bien sûr évoluer les compétences attendues pour un très grand nombre de métiers, mais il y a aussi l'émergence de quelques nouveaux métiers, quelques exemples. Oui, alors tout à fait. Alors c'est dans le cycle des produits de l'assurance, il y a deux aspects qui sont en évolution forte, notamment la conception de l'offre. Aujourd'hui qui évolue fortement avec du coup des métiers émergents qui apparaissent et sur lesquels il y a des besoins en recrutement, les UX, UI designers, les responsables de l'expérience client qui vont redéfinir aussi ces plateformes que j'évoquais, mais aussi tout le parcours client des individus. Et puis des data scientists, là ça fait écho du coup au traitement des données en masse qui vont permettre d'afficher, de proposer des contrats les plus adaptés et puis pouvoir faire de ce qu'on appelle du prédictif dans la conception de l'offre. Et puis à l'autre côté, dans les métiers transverses, là aussi des métiers qui accompagnent la transformation digitale, le responsable de la sécurité et des systèmes d'information, du développement de chefs de projet systèmes d'information, et puis tout ce qui va être autour aussi de l'Internet des objets qui ont été évoqués dans les facteurs de mutation du secteur. Vous avez mentionné, Mathieu, l'UX designer. Alors de quoi s'agit-il? Quelles sont ses missions? Réponse en images avec un jeune salarié qui occupe la fonction. Quoi de mieux que d'explorer des terres inconnues, de tester de nouvelles sensations. Aujourd'hui, Anatole découvre que rien ne remplace l'expérience vécue, surtout quand on navigue sur un site. Alors je suis UX designer au sein de la direction de la communication de la Matmut. UX design veut dire conception de l'expérience utilisateur. Mon objectif est donc de concevoir un parcours digital marquant, satisfaisant et utilisable pour l'utilisateur. Pour prendre un cas concret, j'ai d'abord établi une procédure d'exploration du projet avec les différents métiers pour recueillir les besoins et les contraintes des utilisateurs, mais aussi des différents métiers de l'assurance. Donc on va réunir toutes les forces de chacun pour concevoir une expérience optimale. Dans un premier temps, on établit des fiches d'utilisateurs cibles avec des personnes fictives basées sur des données réelles que l'on appelle des personas, donc basées sur de la recherche utilisateur. Ça peut être une maman de 35 ans qui cherche une assurance scolaire, ou bien un jeune couple cherchant à assurer son logement. Au total, il y a 28 vidéos comme celle-ci, des vidéos métiers, des motion design, des interviews qui sont visionnables sur le site J'assure mon futur. Il faut que vous alliez sur l'onglet ressources documentaires. Alors n'hésitez pas, hein, je vous le redis, si jamais vous avez des questions, des commentaires, des précisions, nos intervenants sont là pour vous apporter ces éclairages. Alors il y a également d'autres métiers émergents, en plus de ceux qu'on a cités, des métiers peu connus et pourtant des métiers essentiels. Alors si l'on vous dit case manager, cela évoque pour vous quel métier? Je vais vous inviter à nouveau à cliquer sur l'onglet sondage pour prendre le temps de lire cette question et les 4 réponses qui vous sont proposées. Alors case manager, c'est le responsable de l'optimisation du rangement dans les organisations flex office. Ou alors c'est le coordinateur référent des sinistres corporels graves. Troisième solution, un actuaire spécialisé dans les scénarios de stress test. Et enfin, quatrième possibilité, l'interlocuteur référent des managers dans leur activité de management au quotidien. Alors voilà, vous avez 2 heures pour plancher, non, quelques dizaines de secondes pour réfléchir et fournir votre réponse à cette question sur ce qu'est le case manager. On va vous laisser un petit peu de temps, effectivement, pour faire votre choix. Et en attendant, on va illustrer très concrètement les besoins de recrutement sur différents types de métiers dans une entreprise du secteur, en l'occurrence le groupe Covea. Que ces métiers soient très répandus, qu'ils soient émergents, qu'ils soient rares. Aline Julet, qui est responsable du recrutement du groupe Covea, elle ne pouvait pas être présente aujourd'hui, mais elle a répondu à nos questions il y a 2 jours et je vous propose de découvrir son témoignage en images. Aline Julet, responsable du pôle recrutement du groupe Covea, bonjour. Bonjour Nicolas Lagrange. Alors, quelques chiffres clés, quelques caractéristiques principales de votre groupe. Alors, le groupe Covea, aujourd'hui, c'est 3 marques, MAF, MMA et GMF. Et puis, une société d'assistance pour nos sociétaires et nos clients qui est Fidélia Assistance. Et depuis peu, le groupe Partneret qui exerce de la réassurance. Et donc, Covea, aujourd'hui, c'est 21 000 collaborateurs sur toute la France. 21 000 salariés qui exercent dans des fonctions, dans des lieux, dans des structures qui peuvent être assez différentes au sein du groupe.
Exactement. On a 2 500 points de vente, donc nos agences qui sont là pour accueillir, nos clients et puis, on a également, des plateaux téléphoniques, de vente, hein, voilà, répartis, sur, les plus grosses villes de France, les 10-11 plus grosses villes de France. Donc ça, c'est pour la partie vente et puis pour la partie, gestion de sinistres, on a également, le pendant des plateaux, téléphoniques, qui gèrent, des sinistres, auto, habitation et puis on gère aussi, la vie, la santé, la prévoyance. Voilà. Quelle est l'ampleur de vos besoins de recrutement? Comment ces besoins-là se caractérisent-ils depuis quelques années? Alors, on est, en moyenne, on a, 4 000 actes de recrutement, par an, qui se décomposent en 1 500 à peu près, recrutements internes, donc de la mobilité interne, de la construction de parcours professionnels et tout le reste, est pourvu par des recrutements, à l'externe. Principalement sur quel métier, ces besoins-là, se concentrent-ils? Alors, on a entre 600 et 700 recrutements à l'année sur des fonctions de la relation client, à la fois sur la vente, comme je vous le disais tout à l'heure, ou sur de la gestion de sinistres. Et ce qui est aussi à noter, c'est qu'on a entre 100 et 200 recrutements à l'année de managers de proximité, qui peuvent être des directeurs d'agence, mais aussi, des animateurs de groupe dans, nos plateaux téléphoniques. Donc, ces fonctions un petit peu, 1er niveau de management, mais qui continuent aussi à exercer, des activités plus techniques assurantielles de vente ou de gestion. Voilà, donc, vraiment notre gros bataillon va se situer, ici et comme vous l'avez compris, ça touche toute la France, puisque ça peut être sur nos points de vente ou dans nos, plateaux téléphoniques. Et Et puis puis oui, je vous en allez prie. allez-y, allez-y, allez-y. J'allais vous dire, vous avez, également, bien sûr, des métiers qui sont un peu moins dans le viseur des candidats, des métiers qui sont plus spécifiques. Si vous aviez peut-être un ou 2 exemples à nous, mentionner, quels seraient-ils? Alors, on a un métier, auquel je pense, spontanément, qui est un petit peu atypique, c'est l'expertise, salariée. Alors, voilà, ce sont nos collaborateurs qui vont aller expertiser des sinistres, sur site chez nos clients et qui là, donc, font appel à la fois à des compétences assurantielles, bien sûr, pour expertiser ces sinistres-là, mais avec une forte connaissance, du secteur du bâtiment, l'électricité, la plomberie, et j'en passe. Voilà et donc voilà, ce métier est un métier, assez rare parce que, chez beaucoup de nos concurrents, il est pratiqué via des compagnies, libérales, hein, on va dire, des indépendants. Chez nous, ces personnes sont salariées, du groupe. Donc voilà, un métier un peu atypique qui fait appel à la fois des compétences, assurantielles, mais aussi, du bâtiment pour lesquelles on pourrait envisager aussi, voilà des reconversions, intéressantes. Oui Parce et qu'aujour vous avez du mal d'ailleurs à pourvoir ces postes-là, donc peut-être que des liens, des partenariats plus étroits avec les prescripteurs pourraient être, intéressants, pour, arriver à trouver des candidats. Autre illustration, autre exemple de métier spécifique? on a, on va dire tous les métiers émergents autour de la data. Alors aujourd'hui, on entend beaucoup, beaucoup parler de ces métiers-là, hein, et on les imagine surtout dans les SI, dans l'informatique, mais pas que en fait. On va retrouver, des data scientists, des actuaires, des auditeurs internes qui vont toucher à ces métiers de l'analyse de la donnée, dans nos directions comme, la DG Finance chez nous, mais l'audit interne, notre direction des risques et peut-être aussi dans des directions pour lesquelles on a aussi du mal à les imaginer, mais l'ARH, par exemple, pour tout le suivi, des données sociales de l'entreprise. Voilà, ces métiers-là, aujourd'hui, sont vraiment des métiers, émergents et pour lesquels on a, une volumétrie assez intéressante de recrutement et alors, la spécificité chez nous, c'est qu'on va les retrouver plutôt, dans des lieux, spécifiques qui vont être, Niort, Le Mans, Le Valois ou même au siège social, à Paris, hein, autour de Saint-Lazare puisque, ce sont les anciennes, c'est là où se concentrent toutes, nos fonctions, dites support. Donc voilà, ce sont, des métiers, vraiment pour lesquels aujourd'hui, ben,
l'activité assurantielle comme beaucoup, va tourner autour de la gestion de cette donnée, à la fois pour faire de la prédiction, mais aussi pour bien comprendre comment réagissent nos clients, notre marché et même nos intempéries. Voilà, tout est Mais- aujourd'hui modélisé. Merci beaucoup, Aline Julet, pour votre témoignage et ces précisions. Merci Nicolas, à bientôt. Voilà pour le focus sur les besoins de recrutement de Covea. Alors on va revenir à notre questionnaire à choix multiples sur le métier de case manager. Qu'avez-vous répondu? On va apercevoir vos réponses. Alors vous pensez à 57% qu'il s'agit de l'interlocuteur référent des managers dans leur activité de management au quotidien. Et ensuite, un tiers d'entre vous pense que c'est un coordinateur référent des sinistres corporels graves. Norbert Girard. Oui, effectivement. Alors, ce n'est pas celui qui s'occupe de ranger dans les petites cases, même si l'anglicisme pouvait le laisser penser. Non, c'est en fait la personne qui est en charge de la coordination de tout ce qui va se mettre en place pour accompagner la victime d'un accident corporel grave. Par exemple, suite à un sinistre corporel, je disais tout à l'heure, notre métier, ce n'est pas de se contenter, entre guillemets, d'envoyer un chèque à celui qui n'a pas eu de chance, c'est de mettre en place, par exemple, si la personne est lourdement handicapée, qui a besoin de faire des aménagements dans la maison, c'est trouver l'architecte, les artisans qui mettront en place ce qui est nécessaire, c'est d'accompagner les victimes s'il y a des démarches administratives à faire. Si c'est un enfant, c'est trouver un répétiteur qui lui permette d'éviter de perdre la possibilité de suivre ses cours et de continuer ses études. Voilà, c'est un ensemble de choses qui coordonnent l'accompagnement de la victime dans ces cas les plus graves. Donc, ça n'est pas l'interlocuteur référent des managers pour leur management au quotidien. Non, c'est quelqu'un d'autre. Comme vous le pensiez majoritairement, mais à vrai dire, la question était un peu compliquée parce que c'est un métier, effectivement, qui est assez peu connu. C'est ce coordinateur référent. En tout cas, dans le contexte de l'assurance. Merci beaucoup Norbert Girard. Mathieu Carrier, vous restez sur le plateau avec moi pour le deuxième temps fort, cette fois sur les voies d'accès au secteur de l'assurance et sur les publics potentiels avec deux intervenants qui vont nous rejoindre, Philippe Mosnier de France Assureur en plateau en studio et Sylvie Avry de Pôle emploi qui sera à distance. Quelles sont les voies d'accès au secteur de l'assurance et pour quel public? Alors les voies d'accès sont des voies d'accès scolaires, universitaires, en formation initiale, en alternance, pour des publics diversifiés, jeunes, demandeurs d'emploi, salariés en reconversion. Et on évoquera dans un troisième temps la formation continue des salariés. Trois intervenants pour nous éclairer sur les voies d'accès et les moyens de favoriser la rencontre entre l'offre et la demande. Mathieu Carrier, Philippe Mosnier. Alors Philippe Mosnier, vous êtes responsable de secteur d'études à France Assureur. Bonjour. Bonjour. On retrouve à distance Sylvie Avry. Sylvie Avry, vous êtes conseillère entreprise à l'agence Pôle emploi de Saint-Pierre-des-Corps, près de Tours. Bonjour. Exactement, bonjour à tous. On devait avoir une quatrième intervenante, Nathalie Hugo, consultante relations institutionnelles et partenariats avec les branches et les OPCO à l'APEC. Malheureusement, elle a eu un empêchement de dernière minute et vous prie d'excuser son absence. Avant de faire le point sur l'offre de formation existante, sur les profils attendus des candidats, une nouvelle question à vous poser. Quel est l'âge médian de recrutement dans le secteur de l'assurance? Donc 50% des salariés étant recrutés au-dessus de cet âge et 50% en deçà de cet âge. 4 réponses possibles. 22 ans, 25 ans, 28 ans ou 31 ans. Voilà, on vous laisse le temps de choisir ce qui vous semble être la bonne réponse. On va démarrer en attendant avec vous, Philippe Mosnier, sur quelques grandes caractéristiques du secteur en termes de niveau d'entrée, de grands domaines de formation des salariés qui sont déjà en poste et des niveaux de formation que détiennent ces salariés. Alors, une première généralité, c'est qu'à la diversité des métiers correspond également une diversité des certifications, des niveaux de qualification et des parcours de formation qui peuvent intéresser les employeurs en fonction de leurs besoins de compétences. Si on regarde aujourd'hui sur la diapo, on vous a mis quelques chiffres.
Si on prend au niveau de l'ensemble des salariés dans des sociétés d'assurance, ils se répartissent à peu près 50% à un diplôme, on va dire plutôt dans un domaine assurantiel, et 50% plutôt dans un autre domaine plus généraliste, plus transverse. Au niveau des niveaux de qualification, alors on est un secteur évidemment qui a un niveau de qualification qui est élevé. Ce qu'on constate, c'est que Bac plus 2, 32%, Bac plus 3 à peu près 30%, Bac plus 5, 22%. Et avec une tendance qui va grandissante, notamment sur les niveaux Bac plus 3 et Bac plus 5. Là, on est sur une photographie sur l'ensemble des salariés. Si on prenait ces données sur les recrutements, ça serait encore plus marqué d'ailleurs en termes de Bac plus 3 et de Bac plus 5. Ce qu'on peut dire quand même malgré tout, c'est que même si on est un secteur au niveau de qualification élevé, on prend quand même des jeunes au niveau Bac, mais là, ça va être beaucoup plus, et Mathieu pourra l'illustrer, pour des formations en alternance, mais on peut prendre des jeunes dès le Bac malgré tout. Alors si on examine l'offre de formation initiale, bien sûr on connaît quelques écoles spécialisées en général, mais en fait l'offre de formation est bien plus large. Quelques éléments clés à retenir. Alors l'offre de formation, notamment en assurance, on va plutôt parler de cette offre spécifique à l'assurance, parce que toute l'offre de formation plus généraliste, là ça serait beaucoup plus long. En fait, les acteurs sont variés. On trouve tout un tas de types d'organismes, comme des lycées, comme les universités, des organismes de formation privés, et puis des CFA, et de plus en plus de CFA, puisque avec la loi Avenir Professionnel, maintenant, on a la possibilité de déployer l'apprentissage quasiment sur toute l'offre de formation. Au niveau de la répartition sur le territoire, elle est plutôt bonne et en général, elle s'est pas mal développée autour des pôles économiques qu'on va trouver en France de l'assurance. Et puis, dernier point important, c'est qu'aujourd'hui, on a la possibilité de préparer une formation en assurance par la voie de l'alternance. C'est presque généralisé. Il y a quand même encore un certain nombre de formations qui restent en formation initiale, mais on dirait que 80% de l'offre peut être accessible aujourd'hui par la voie de l'alternance. Alors on va voir les voies d'accès niveau par niveau, Bac plus 2, Bac plus 3, Bac plus 5, en regardant quelles sont les principales certifications qui sont proposées par la voie initiale. On commence par Bac plus 2, Philippe Mosnier. Alors Bac plus 2, ce qui est évidemment notoire à ce niveau, c'est le BTS Assurance. C'est vraiment la formation emblématique du secteur, qui est une formation qui permet de préparer sur les métiers de la relation client, relation avec les assurés, gestion des contrats, des opérations d'assurance. C'est aussi des jeunes qui peuvent faire des activités de souscription, d'indemnisation, plutôt sur des risques du particulier. C'est une formation qui est beaucoup déployée par les lycées, qu'on trouve en formation initiale sur toute la France, mais qu'on va trouver aussi dans des CFA, en apprentissage ou des organismes de formation privés. Au niveau Bac plus 2, d'autres formations plus spécifiques à l'assurance ou d'autres certifications plus spécifiques. Bon, on peut juste citer le certificat de qualification professionnelle chargé de relations clientèle-assurance, excusez-moi, alors qui est un peu particulier puisque en fait ça ne correspond pas à une offre de formation puisque c'est un diplôme, un titre en fait, qui va être évalué en entreprise. Mais c'est bon à savoir, notamment pour le public qui nous écoute aujourd'hui, de savoir que les entreprises sont intéressées par ce certificat pour accueillir des personnels, des personnes chez elles. Et on va avoir l'occasion dans quelques minutes de faire un focus plus particulier justement sur ce CQP en contrat de professionnalisation. Voilà pour Bac plus 2. Pour Bac plus 3, quelles sont les principales certifications proposées ? Alors, à Bac plus 3, on est principalement sur des formations donc très professionnalisantes, telles que la licence professionnelle, notamment la licence professionnelle assurance banque finance, ou une formation qui était avant en Bac plus 2 et qui est passée à Bac plus 3, qui est le bachelor universitaire technologique, carrière juridique, sur une option patrimoine et finance. Donc là, on est sur des formations, des certifications qui vont préparer encore un peu sur des métiers qui peuvent être un peu similaires à ceux qu'on a vus précédemment, c'est-à-dire du conseil, de la vente en assurance, de la relation avec les assurés, de la gestion d'opérations d'assurance, de la souscription de l'indemnisation sur des risques standards, mais qui peuvent toucher un peu plus que le particulier. Ça peut être aussi des micro-entreprises ou des professionnels, artisans, commerçants. Ce qu'il faut noter, c'est que la licence professionnelle assurance banque finance est une licence, bon, comme l'indique son nom, qui est en fait un peu multisectorielle, puisqu'elle peut concerner à la fois l'assurance, la banque. Mais en France, un certain nombre d'universités ont déployé une offre qui va être plus dédiée à l'assurance, et certaines ont même carrément
viser des métiers particuliers. On peut donner à titre d'exemple la licence des E-métiers de l'assurance et des services associés. Donc là, on voit bien, c'est pour former des jeunes sur l'ensemble des activités de l'assurance en lien avec la digitalisation du secteur. Ou une autre licence intéressante à noter aussi, qui est la licence de la gestion juridique des contrats d'assurance. Donc là, on est plus sur l'aspect juridique et traitement des opérations, des process juridiques de l'assurance. Toutes les deux, d'ailleurs, se font en apprentissage. Bon, tout ça, on retrouve ces informations sur le site internet. On en a fait un extrait à droite. Là, vous avez une capture d'écran, le site de France Assureur, où on a une cartographie des formations à l'assurance en France. Toutes formations confondues. Et on termine avec les certifications à Bac+5. Donc à Bac+5, alors déjà ce que je voulais dire aussi, c'est qu'à Bac+3, ça correspond quand même à une bonne part, plus d'un tiers des emplois. C'est vraiment une profession, un niveau de qualification qui intéresse vraiment la profession. Parfois les jeunes ont tendance à vouloir continuer au-delà. D'ailleurs, quelque chose que j'ai oublié de dire, c'est que la difficulté à Bac+2, c'est que si des professionnels voudraient avoir des BTS assurance, très souvent ils vont poursuivre leurs études. Bac+3, on trouve aussi cette démarche-là. Donc c'est compliqué de les fidéliser, parce que souvent il y a, et on le retrouve beaucoup dans le changement des attendus des jeunes, ce souhait d'aller plus loin dans la certification. Complètement, et ce n'est pas forcément la réalité de l'emploi. Alors on est dans un secteur où il y a la tension sur les besoins de recrutement sur l'ensemble des métiers, mais ceci dit, il faut quand même rappeler qu'à Bac+2 et à Bac+3, là il y a une bonne part des offres d'emploi. Alors à Bac+5, là ça va être plutôt... Là encore, des formations professionnalisantes en assurance, mais qui, au niveau des domaines, sont assez variées. On va trouver l'actuariat, on va trouver le commercial, notamment la gestion de patrimoine. On va trouver du juridique spécialisé en droit des assurances, l'économique financier, de la gestion des risques, du management. Donc là, avec tout un tas de formations, master déployés par les universités, Institut des assurances par exemple en droit des assurances, ou actuariat dans différentes universités en France ou grandes écoles, mais aussi du management. Il y a des titres professionnels de manager de l'assurance, de management de l'assurance. On a plus un certain nombre d'écoles comme l'IFPAS, comme l'ESA, comme l'ENAS, etc. Enfin, il y a pas mal de choses. Bon, les métiers, là, c'est plutôt des métiers plus qualifiés qu'on va trouver, en effet, dans nos secteurs, au niveau de l'actuariat, des conseillers en gestion de patrimoine, des chargés d'indemnisation sur des risques complexes, etc. Merci Philippe. Alors, on vient de voir l'offre de formation initiale hors apprentissage. On va voir cette fois, Mathieu Carrier, l'offre en apprentissage avec un outil complémentaire développé par Atlas. Sur le site J'assure mon futur, un outil qui est complémentaire à celui de France Assureur parce que c'est une cartographie de l'apprentissage, des formations en apprentissage. Oui, tout à fait. Vous retrouverez du coup sur le site J'assure cet outil qu'on appelle annuaire des formations et effectivement qui recense toutes les formations éligibles à l'apprentissage et qui facilite du coup l'intermédiation entre les entreprises, les CFA et les futurs salariés du secteur assurance. L'alternance s'est fortement développée, on le sait, ces dernières années, notamment dans le secteur de l'assurance. C'est devenu un levier de recrutement, un levier de fidélisation. Quel est le profil type des alternants, qu'ils soient apprentis ou en contrat de professionnalisation ? Alors on a un profil qui est un peu différent selon le type de contrat. Pour le contrat d'apprentissage, on a plutôt un équilibre de genre entre femmes et hommes. On a un profil type qui est âgé de 22 ans en moyenne, avec près d'un apprenti sur deux qui suit le BTS Assurance qui a été évoqué par Philippe et qui aujourd'hui réalise son contrat d'apprentissage majoritairement dans une grande entreprise. Concernant le contrat de professionnalisation, on a un public un peu plus féminin, une moyenne d'âge qui est un peu plus élevée, mais c'est lié au dispositif, qui est vraiment un dispositif d'insertion dans l'emploi. Et puis là, la première certification qui est mobilisée, c'est la certification de la branche, le CQP chargé de relations clientèle assurance, qui a aussi été évoqué par Philippe. Et dans les conditions d'emploi, on retrouve évidemment aussi les caractéristiques des entreprises, des sociétés d'assurance, qui sont majoritairement des grandes entreprises. Alors on va faire un focus un peu plus particulier sur l'apprentissage, qui est bien sûr largement majoritaire, sur les principales certifications suivies en apprentissage et sur les niveaux de diplôme associés. Oui, alors on a à peu près 30% des contrats en apprentissage financés par Atlas qui se retrouvent dans 10 certifications, 10 diplômes. On retrouve le BTS en assurance qu'on avait évoqué, on trouve des niveaux de Bac+5 de manière assez significative, nous, dans l'apprentissage, que ce soit sur l'actuariat, que ce soit du coup sur des masters un peu spécialisés. Et puis on retrouve largement du coup les licences professionnelles qui ont été évoquées précédemment.
La différence peut-être entre du coup la population salariée aujourd'hui et la population des alternants, c'est que sur l'apprentissage et l'alternance de manière globale, on est vraiment sur une voie intermédiaire entre la formation initiale et l'emploi. Et du coup, on a beaucoup d'alternants qui sont en situation de bac+5. Donc 62% aujourd'hui de nos alternants préparent du coup un bac+5. 22% préparent un bac+3, 4 et 10% préparent un bac+2 de type BTS Assurance. Enfin, la dernière donnée clé, elle est cruciale, c'est la performance de l'alternance. Quelle est l'insertion 6 mois après l'obtention du diplôme? Il se trouve que vous avez mené une vaste enquête sur le sujet auprès des alternants et que les données sont toutes fraîches, elles datent d'il y a quelques jours. Ah oui, c'est vraiment des chiffres en avant-première et on ne les a même pas encore diffusés au sein de nos instances. On a mené effectivement une grande enquête auprès de près de 100 000 alternants dont on a financé les contrats en 2020, 2021, voire 2022. Et on a essayé de regarder quelle était leur situation 6 mois après la fin de leur contrat en alternance. Ce qui est intéressant dans le cas des sociétés d'assurance, c'est que 86% sont en emploi, dont 58% en CDI, 13% poursuivent un contrat d'apprentissage et 12% sont en CDD de plus de 6 mois. Ce qui est intéressant également, c'est qu'on a près d'un alternant sur deux qui est toujours dans l'entreprise dans laquelle il a fait son contrat en alternance. 81% utilisent les compétences qui ont été acquises au cours de la formation et 96% sont satisfaits, voire très satisfaits de leur parcours en alternance. Vous aurez l'occasion de communiquer plus en détail sur les résultats de cette enquête. Alors on va voir vos réponses, les réponses des internautes à la question qui a été posée sur l'âge médian d'entrée dans le secteur de l'assurance. Alors vous avez répondu à une majorité, 52% d'entre vous pensent que cet âge médian c'est 25 ans. Qu'en est-il, Philippe Mosnier? Alors, l'âge médian, il est un petit peu plus élevé, il est plus près de 30 ans. C'est simplement ce qu'on peut dire, notamment les moins de 30 ans, c'est à peu près 50% des recrutements. En revanche, si on prend les moins de 26 ans, c'est un jeune sur deux qui rentre dans le secteur par la voie de l'alternance. Mais ça, c'est une autre donnée. C'est ça. Le chiffre exact en fait, qu'on retrouve sur l'Observatoire de l'évolution du métier de l'assurance, c'est 30,9. C'est pour ça que voilà, vous avez proposé le chiffre de 31 ans. Donc c'est bien 31 ans, cet âge médian de recrutement, ce qui montre bien que ce sourcing, il est finalement très large et que les publics peuvent être très diversifiés. Sylvie Avry, vous êtes toujours connectée à distance, donc conseillère entreprise à l'agence Pôle emploi de Saint-Pierre-des-Corps. Vous organisez chaque année un forum de recrutement autour des métiers de la banque et de l'assurance. On va voir avec vous quels sont les publics, mais juste avant, quelques précisions sur le format et sur la durée de cet événement annuel. Oui, donc c'est un événement que nous organisons chaque année. Ça doit être la 14e ou la 15e édition. Donc c'est un format qui a lieu sur une journée. 2 sessions, une le matin et une l'après-midi qui est à l'identique. En préalable de ces sessions, il y a une mini-conférence sur les métiers de la banque et de l'assurance qui est assurée par nos partenaires, donc à savoir la France Assureur pour l'assurance qui envoie un ambassadeur. Et côté banque, c'est la Fédération bancaire française qui a un représentant qui est là pour animer la mini-conférence. Et ensuite, c'est un job dating. Donc, avec une vingtaine d'entreprises de la banque et de l'assurance qui sont présents ce jour-là. Alors, vous présélectionnez un certain nombre de candidats pour ce job dating. Quels sont justement les profils que vous accueillez? Alors, on va dire que globalement, on a des profils plutôt bac+2 et plus, voire bac+1 pour tout ce qui est profil téléconseiller sur plateforme, que ce soit banque ou assurance. Donc, on va dire globalement, voilà, on est plutôt sur du bac+2 et plus au global. Avec une part non négligeable également de salariés en reconversion qui sont plus âgés. Exactement, oui, on ouvre également des salariés en reconversion. Alors, vous recherchez aussi des profils de salariés qui ont travaillé dans le bâtiment et les travaux publics pour des offres d'emploi en lien avec l'expertise assurance dans le secteur de la construction. Oui, sur notre secteur, en fait, on a des entreprises d'expertise en habitation, construction, et donc ils sont à la recherche de tels experts, en effet. Et c'est pas facile à trouver, bon, si ce n'est des personnes issues de BTS Assurance ou de licence pro assurance, comme on a pu l'évoquer. Donc ils élargissent en fait à des profils type BTS économie de la construction ou des commerciaux, des commerces technico-commerciaux dans le bâtiment.
des chargés d'affaires, des collaborateurs d'architectes, voilà, des personnes qui seraient issues du second œuvre qui accepteraient d'évoluer vers ces métiers. Merci. Dernière question. Quelles sont les autres formes de partenariat possibles avec les entreprises de l'assurance, avec les autres acteurs de la promotion des métiers, de l'orientation, de la formation? Ouais, bah déjà, moi je pense que la première chose, c'est déjà d'essayer d'élargir le sourcing, hein, comme on a dit, peut-être à des personnes en reconversion qui auraient des compétences transverses. Et puis, on a des outils chez Pôle emploi qui existent. Je pense notamment à l'immersion, hein, la PMSMT, donc qui permet de faire découvrir des métiers, de rassurer des recrutements, peut-être justement pour des profils en reconversion. Donc, pour cela, on peut s'adresser à Pôle emploi directement pour les immersions. Il y a la plateforme Mes Immersions Facilitées qui existe aussi, hein, donc on peut directement se connecter dessus. Et puis on peut aussi, on a aussi une nouvelle plateforme qui s'appelle Mes Événements Emploi, donc où on peut organiser des événements, type des forums, des job dating. Donc il ne faut pas hésiter de prendre contact avec Pôle emploi. On est là pour vous. Voilà. Merci beaucoup pour ça. Je suis ravie parce que grâce Oui. à vous, je mets un visage à Monsieur Mosnier. On a eu beaucoup d'échanges par téléphone et aujourd'hui, je le rencontre. Voilà, c'est ça aussi, favoriser la rencontre et la mise en relation entre les acteurs nombreux de ce secteur-là. Merci beaucoup pour ces infos pratiques, ces infos utiles. Merci à tous les deux en studio et à vous à distance, Madame Avry. Et je le dis pour notre public, n'hésitez pas vous-même à témoigner sur le fil de discussion, ça enrichira les échanges de vos propres initiatives ou de vos idées pour promouvoir ces métiers et pour faciliter la rencontre entre l'offre et la demande. Alors, nouvelle séquence, à quoi peuvent ressembler les parcours en alternance? Quelles formations d'entrée les entreprises peuvent-elles proposer? Comment se tourner vers des publics plus âgés? C'est ce que l'on va voir avec les témoignages de professionnels d'AXA et de Generali, Pauline Bessière, Samira Philippe et Valentin Cruz d'Apinto qui nous rejoignent en plateau. Les voies d'accès, les publics visés sont diversifiés. On va le voir concrètement avec des parcours internes, des parcours en apprentissage, des parcours en contrat pro pour des publics d'âge très différents ou encore avec des montées en compétences qui peuvent être proposées également à des publics réfugiés. Alors, nos trois intervenants, Pauline Bessière, responsable RH du recrutement travail temporaire à Generali, bonjour. Samira Philippe, qui est recruteuse de talent à AXA. Bonjour. Bonjour Nicolas. Et troisième interlocuteur, Valentin Dacruz Pinto. Bonjour. Bonjour. Vous êtes alternant en Master 2, je lis mes notes parce que c'est précis, Management de l'assurance, et vous êtes souscripteur épargne entreprise middle market chez AXA. Alors on va démarrer avec vous, Pauline Bessière. Vous misez beaucoup sur l'alternance à Generali France. Pour être précis, concret, sur quel type de poste et pour quel type de débouché? Alors, Generali, effectivement, mise sur les jeunes avec une diversité de profils et de métiers. Nous recrutons chaque année environ 250 alternants sur des contrats d'apprentissage ou de professionnalisation. La moitié des postes proposés concernent les métiers spécialisés de l'assurance, comme la souscription, l'indemnisation, l'actuariat, les commerciaux, mais également une autre moitié qui concerne les postes, ce qu'on appelle les fonctions support, telles que la finance, l'informatique, le digital, les RH, la communication RSE par exemple. Voilà, avec une place centrale pour l'alternance et des niveaux de formation qui peuvent être assez larges, comme on l'a vu tout à l'heure. Vous vous retrouvez, j'imagine, dans les propos qui ont été tenus. Exactement. Les niveaux sont très larges puisque nous recrutons du bac plus 1 au bac plus 5 en alternance. À l'issue du contrat, vous proposez, alors parfois vous proposez des contrats et les jeunes veulent poursuivre, et puis parfois vous ne souhaitez pas forcément poursuivre, mais en gros, sur les principaux chiffres de débouchés, vous proposez des postes en CDI à quelle proportion d'alternants ou en CDD? On va dire qu'on propose un quart des postes en CDI
à la fin du parcours de formation. Et puis, nous proposons également des postes en CDD pour une première expérience professionnelle aussi. Alors, question intéressante pour nos auditeurs, téléspectateurs. Quels sont vos canaux de recrutement et est-ce que vous avez des zones géographiques privilégiées? Alors, nous avons des canaux de recrutement assez larges, des canaux classiques tels que notre site Carrière Generali sur lequel on diffuse toutes nos offres d'emploi et notamment les offres en alternance. Nous utilisons bien évidemment des plateformes de recrutement comme Job Teaser qui est très ciblé sur l'alternance, mais aussi un certain nombre d'autres job boards. Nous participons également à de nombreux forums de recrutement, de forums écoles, que ce soit en Île-de-France ou sur toute la France. Et puis, notre service Relations Écoles travaille également sur le partenariat avec des associations telles que Capital Filles, Arpège, Article 1. Voilà à peu près le panel de recrutement. Avec une répartition voilà, sur bien sûr tout le territoire, mais avec quelques zones plus particulières, notamment en lien avec vos plateformes. Exactement. On a une concentration évidemment de postes proposés sur l'Île-de-France et Saint-Denis en particulier, mais nous sommes présents de toute façon sur toute la France, de Lille à Nantes avec notre plateforme Actuaria Informatique et puis Lyon, Marseille, Bordeaux. Merci Valentin Dacros-Pinto. On disait tout à l'heure, donc vous êtes alternant, vous avez 23 ans, vous êtes chez AXA. Quelques mots sur votre parcours. Comment êtes-vous entré dans le secteur de l'assurance? Alors j'ai un parcours assez, on peut appeler ça assez atypique, puisque j'ai fait un bac S spécialité mathématiques. Et puis je suis un ancien sportif de haut niveau également, donc dans le domaine du football. Donc après mon bac, j'ai décidé de faire un an, me concentrer dessus. Et à la suite de choix, à la suite de situation, à la suite de niveau scolaire également, j'ai décidé de reprendre mes études. Et je pense que j'étais un peu comme tout le monde, je ne savais pas quoi faire. Et je connaissais une personne du domaine de l'assurance qui m'avait dit, et on l'a évoqué tout à l'heure, ne t'inquiète pas, on rentre dans l'assurance par hasard, on y reste par passion. Donc je l'ai pris au mot et je suis rentré. Et du coup, j'ai suivi un peu, comme vous expliquez depuis tout à l'heure, le parcours. J'ai fait un BTS assurance, puis une licence assurance, et enfin un master, dont je suis actuellement encore. Et l'intégralité de ce parcours s'est fait en alternance, après le bac. Hein. C'est ça, après le bac, dans différentes entreprises. J'ai commencé pour le début dans une entreprise type start-up, pour vraiment avoir l'ensemble du produit en main. Puis ensuite, durant ma deuxième année, j'ai décidé d'intégrer la mutuelle du logement qui était spécialisée dans l'assurance emprunteur, où j'étais plutôt chargé d'études. Je suis resté 2 ans dans cette entreprise. Et donc la BTS deuxième année et licence. Et puis, lors de mon intégration pour le master, j'ai intégré AXA dans l'équipe de souscription épargne retraite entreprise. Alors, vous êtes aujourd'hui un ambassadeur de l'alternance auprès de l'opérateur de compétences Atlas. Vous êtes sollicité de temps en temps sur des événements pour des témoignages à la fois sur l'assurance et sur l'alternance. Quelle est l'image du secteur aujourd'hui? Comment a-t-elle évolué? Est-ce qu'il y a des représentations qui vous semblent encore tenaces chez les jeunes? Tenace, je dirais qu'on a tous, avant, je peux discuter avec mes amis, on a tous cette image de l'assureur ou bureaucrate, derrière son bureau, aigri par son travail. Mais non du tout, ce n'est pas du tout ça, ça a bien évolué. Et justement, aujourd'hui, en discutant, on voit que le terme de sens dans son métier a beaucoup d'importance. Il y a une phrase que j'aime bien qui nous provient tout droit des Lloyds, qui est l'endroit où est né, entre guillemets, l'assurance. Qu'on connaît actuellement, c'est la contribution du plus grand nombre pour l'infortune de quelques-uns. Et ça, vraiment, ça résume le secteur en termes de services, en termes de mutualisation des risques de la plupart des contrats. Et c'est vraiment ce sens-là, en tant qu'investisseur, en tant qu'impact, qui est très important et qui est très méconnu du grand public. On évoquait tout à l'heure des parcours diversifiés et des profils diversifiés. Et en échangeant de manière préparatoire avec vous, vous m'avez raconté que dans les différentes promos dans lesquelles vous étiez, dans les différentes entreprises, vous l'avez vraiment constaté avec finalement des parcours atypiques. On serait presque tenté de dire qu'il n'y a que des parcours atypiques. Le témoignage que j'ai le plus frappant, c'est un de mes grands amis qui est actuellement en master et qui est dans l'âge de 28 ans et qui a fait un bac pro électrique. Donc rien à voir avec le secteur de l'assurance, et qui avait fait un forum justement, et pareil, il a décidé d'intégrer la formation,
Ou je peux également citer une personne qui a fait une licence mathématique, qui s'est retrouvée dans ma promotion actuellement. J'ai également une personne qui a fait de l'histoire de l'art et qui se retrouve actuellement en train d'assurer les œuvres d'art. C'est vraiment des profils de tout horizon avec des expériences différentes qui font toute la richesse de ce métier. Merci beaucoup pour votre témoignage et on voit que vous gagnez en aisance avec cette casquette d'ambassadeur de l'alternance. Merci pour cet échange et cet éclairage. Alors Samira Philippe, pour AXA France, vous recrutez en alternance plutôt des conseillers commerciaux dans le nord et dans l'est de la France. On va détailler avec vous un dispositif bien spécifique en alternance sur la relation clientèle, mais juste avant, j'aimerais que vous nous disiez quelques mots sur un parcours un peu plus classique, un peu plus court, de 7 semaines à destination d'un public un peu plus averti. De quoi s'agit-il ? C'est ça, effectivement, Nicolas. On a plusieurs portes d'entrée pour nos métiers commerciaux salariés. Donc la première, c'est via une formation initiale de 7 semaines qu'on appelle Cap Vente chez AXA. Donc c'est une formation obligatoire qui est soumise à une habilitation. Et cette formation permet d'acquérir des connaissances techniques, des compétences commerciales, comportementales, en vue justement d'obtenir cette habilitation et de pouvoir exercer le métier de conseiller clientèle AXA, épargne et protection. Elle est complétée dans le temps par un temps 2 et un temps 3 d'une semaine chacun. On a environ une formation par mois proposée, à la fois sur du présentiel, 18 jours au centre de formation AXA, 12 jours en distanciel et 5 jours terrain. Et donc ce format pédagogique permet une meilleure efficacité d'apprentissage et de préserver aussi l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Et donc c'est une formation avec des frais. Les frais sont pris en charge pour cette formation. Et comme vous l'avez dit, effectivement, elle s'adresse plutôt à des conseillers, des commerciaux confirmés ou des expérimentés de notre secteur d'activité. Alors deuxième dispositif, et on l'a évoqué mais très rapidement tout à l'heure, c'est le CQP, le certificat de qualification professionnelle, CRCA, donc conseiller en relation clientèle assurance. Là, c'est destiné à un public moins qualifié, plus éloigné. C'est un parcours de 7 mois qui débouche sur une certification assez appréciable et vous misez beaucoup sur ce dispositif avec des volumes qui sont intéressants. Mais juste avant, peut-être une précision sur les prérequis pour entrer dans ce parcours-là. Effectivement, on a cette chance d'avoir 2 possibilités d'intégration via les formations, donc l'initiale et cette formation en alternance, donc qui permet justement de mettre le bon profil sur le bon format de formation et tout au long de l'année pour toutes les régions. Aujourd'hui, les profils qu'on recherche, ce sont des profils souvent en reconversion professionnelle ou en recherche d'emploi. On ne recherche pas forcément des personnes ayant une expérience commerciale ou dans notre secteur d'activité. Il n'y a pas de niveau requis, ça c'est également une chose importante. Et sachant que cette formation est certifiante et a aujourd'hui un équivalent Bac+2 depuis 2002, on vérifiera cette capacité à suivre la formation et l'apprentissage, mais pas besoin effectivement de niveau pour cette formation. Pas besoin du bac pour un parcours de 7 mois qui débouche sur une certification à Bac+2. Combien de places par an est-ce que vous proposez pour ce parcours ? Alors en 2022, en France, on avait 155 postes à pourvoir sur le format de contrat de qualification professionnelle, donc sur 9 promos, à la fois sur Lille, Lyon, Bordeaux, Angers et Marly, avec des formations qui ont débuté entre février et avril, qui sont aujourd'hui terminées, et des formations qui ont démarré entre septembre et octobre. Donc c'est une formation effectivement de 7 mois qui permet à la fois d'avoir cette habilitation et qui prépare au métier de conseiller de clientèle AXA, puisque notre objectif c'est de recruter à l'issue de cette formation les alternants qui ont suivi la formation. Avec des frais de déplacement, de logement, de repas qui sont pris en charge, on l'a dit, équivalence Bac+2. Sur les 150, les profils des candidats se répartissent de quelle manière et avec quels résultats d'insertion ? Alors, on a vraiment des profils variés et c'est vraiment ce qui est intéressant dans cette formation, dans le contrat de qualification professionnelle. On va avoir à la fois des personnes qui ont déjà exercé des fonctions dans le commerce, mais pas spécialement sur le terrain ou avec de la prospection ou pas sur notre secteur d'activité.
On va avoir des personnes en reconversion professionnelle. Par exemple, sur l'île, cette année, on a un ancien gendarme, on a une ancienne enseignante, on a également un soigneur animalier qui a rejoint la formation. On va retrouver également des jeunes diplômés avec une première expérience professionnelle. Merci beaucoup, Pauline Bessière à Generali. Vous diversifiez votre sourcing et vous avez aussi conclu cette année, en 2022, début d'année, un partenariat avec Each One pour intégrer des publics réfugiés. Each One, une association qui accompagne précisément des publics réfugiés. Oui, tout à fait. Tout d'abord, il faut rappeler que l'axe majeur de nos politiques RH, c'est la promotion de la diversité et de l'égalité des chances. Notre fondation, The Human Safety Net, accompagne effectivement des personnes réfugiées qui souhaitent, qui ont le talent, qui ont la résilience pour créer soit leur propre entreprise, soit trouver un emploi. Il faut les aider, il faut les accompagner. Et donc nous avons signé cet accord, ce partenariat en 2022, et nous avons décidé d'accompagner une promotion de data analyst grâce à Each One. Alors, il y a 4 bénéficiaires de ce parcours qui ont suivi d'abord une préparation opérationnelle à l'emploi collectif que beaucoup d'entre vous connaissent, avec des modules de FLE, français langues étrangères, de savoir-être en entreprise, de coaching. Et puis après, entre juin et septembre, les 4 ont rejoint Generali. À partir de là, comment ça se passe? Quelles sont les modalités du parcours que vous leur proposez? Alors, les modalités du parcours, c'est un parcours classique d'alternance, puisqu'effectivement, ils ont suivi ces 3 mois de formation qui leur a donné les outils pour être intégrés une entreprise en France, et puis les outils pour le métier du data analyst. Et ensuite, nous les avons intégrés aux équipes de Generali. Ils ont signé un contrat de professionnalisation. Ils sont tous arrivés sur un niveau de formation Bac+3. Ils sont donc présents là pour 2 ans pour suivre une formation sur le métier de data analyst. Avec des cours à distance qui sont dispensés par Open Classrooms. Exactement. Ils suivent tous leurs cours chez Open Classrooms. D'avoir des cours à distance, ça permet d'avoir une certaine souplesse dans leur planning, et d'être présent le plus possible également en entreprise, d'alterner. Et un tout petit mot sur les premiers retours après ces quelques mois de formation? Ils sont très positifs, très très positifs. Les alternants sont ravis d'avoir intégré notre entreprise, qu'on leur ait fait confiance et de montrer les compétences qu'ils avaient déjà avant leur arrivée en France. Et puis un retour très positif également des équipes qui les ont accueillis. Ils apportent une richesse culturelle tant sur le plan professionnel que le plan relationnel. C'est une vraie réussite. Merci beaucoup, mais merci à tous les 3 pour vos témoignages. Alors, autre public potentiel pour le secteur et non des moindres, ce sont les personnes bien sûr en situation de handicap. On va accueillir pour en parler 4 intervenants de France Assureur, de 100% Dynamique, de l'Arpège et de Cap Emploi 75. Quelles actions possibles pour promouvoir l'emploi des personnes en situation de handicap? Quels accompagnements, quels acteurs, quels partenariats? On va évoquer ce sujet avec tout d'abord 3 intervenants en plateau. Marie-Ange Vildeuil, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes chargé de mission handicap à France Assureur. Fabien Goluet, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué général de la fédération 100% en dynamique. Et enfin, dans le studio, Thierry Cellani, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de mission expert emploi et handicap à Cap Emploi 75. Et on va retrouver à distance une 4e interlocutrice, Servane Chauvel. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes délégué général, Servane Chauvel, de l'Arpège. Alors avant d'entamer nos échanges, un nouveau questionnaire à choix multiples qu'on va vous proposer. Quelle est la proportion de personnes handicapées qui ont besoin d'un aménagement de leur poste de travail? Donc même chose, vous avez l'habitude, vous allez dans l'onglet sondage. Est-ce que c'est 10%, 25%, 40% ou 55%? 4 choix possibles.
la proportion de personnes handicapées ayant besoin d'un aménagement de leur poste de travail. On vous laisse le temps de répondre. En attendant, Marie-Ange Vildeuil, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le secteur de l'assurance est un secteur qui est handi-accueillant ? Oui, le secteur de l'assurance est un secteur diversifié et inclusif. Depuis près de 20 ans, les entreprises d'assurance s'engagent en faveur de l'emploi et du maintien dans l'emploi des personnes handicapées. C'est réellement une responsabilité sociétale. Alors, quelques mots sur la structuration de votre action en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap. Ça peut intéresser beaucoup notre auditoire. Comment la fédération s'est-elle organisée ? Alors, nous nous sommes structurés sur 2 piliers. Le premier est le comité handicap que la fédération a créé en 2021. Ce comité se compose de 26 sociétés qui représentent au total 84% des effectifs de la branche. C'est le comité handicap qui définit par exemple la feuille de route des actions que la fédération va déployer. Et ces actions se déploient autour de 3 axes: la communication, la sensibilisation et l'information des adhérents et les partenariats. Le deuxième pilier est le réseau des correspondants handicap que la fédération anime avec aujourd'hui 105 sociétés. Merci beaucoup. Alors, il y a plusieurs associations, un certain nombre, qui accompagnent les jeunes ou les moins jeunes en situation de handicap sur des problématiques assez diverses, en fait, parfois assez en amont de la formation et de l'emploi et dans la phase de recrutement. C'est notamment le cas, Fabien Gauluet, de 100% en dynamique. Vous êtes le délégué général, on l'a dit tout à l'heure. C'est notamment le cas aussi de l'Arpège. Alors, on va commencer par vous, Fabien Gauluet. Tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas la fédération, quelques mots pour la présenter. Alors, 100% en dynamique, on se définit comme le mouvement national des jeunes pour la réussite des jeunes en situation de handicap. Notre principal objet social, c'est de conforter le continuum de formation jusqu'à l'emploi stable des jeunes en situation de handicap en menant un certain nombre d'actions comme du tutorat scolaire dans les collèges et les lycées, des mentorats individuels, des coachings, des groupes d'entraide thématiques entre jeunes en situation de handicap pour de l'échange de conseils et de l'émulation, des prestations de sourcing, etc. Et pour mener à bien ces actions auprès d'environ 1200 bénéficiaires par an, on fédère toutes nos parties prenantes, à savoir un réseau d'entraide de 500 jeunes handicapés sur tout le territoire, près de 100 associations étudiantes sur les campus, dont les 15 principales fédérations nationales de filières, les métiers de la santé, les sciences de l'ingénieur, les métiers du handicap, le sport, et j'en oublie. Et puis aussi des nombreux établissements du supérieur, des associations spécialisées, et enfin, évidemment, des entreprises membres. Peut-être que ce qui nous singularise vraiment, c'est qu'on est un mouvement de jeunes et que les 10 membres de notre bureau national sont tous des jeunes en situation de handicap, des jeunes adultes. Et un dernier mot très rapide, mais sur votre implantation territoriale. Alors, on est sur tout le territoire, c'est-à-dire nos bénéficiaires sont sur tout le territoire. Nos actions se font selon les circonstances sur certains territoires, mais je dirais qu'on a quand même une présence et un maillage national. Alors, vous pouvez venir en complément du travail des prescripteurs, en accompagnant notamment, c'est votre public principal, des jeunes diplômés, avec un certain nombre d'événements, et je vais en citer 2 en particulier, un mot sur chacun de ces 2, c'est les handicafés et c'est les Duo Day. De quoi s'agit-il ? Alors, le Duo Day, sans doute certains ici le connaissent, c'est une journée d'immersion qui se tient pendant la semaine pour l'emploi des personnes en situation de handicap, pour un stagiaire en situation de handicap mis en binôme avec un collaborateur de l'entreprise et de plus en plus avec une visée d'insertion professionnelle. Il y a moyen de s'inscrire sur la plateforme Duo Day de façon très simple pour rejoindre cette opération, encore une fois, qui se situe en novembre. Nous, devant la pertinence du dispositif, on en a fait une prestation de pré-sourcing tout au long de l'année qui s'appelle Handimmersion et pour laquelle on fait le matching entre les profils de nos bénéficiaires et le vivier de l'entreprise partenaire. Alors, les handicafés, c'est une action plus ancienne qui a été fondée par l'ADAPT, qui est la structure qui a créé la Semaine pour l'emploi des personnes handicapées. On les fait soit en virtuel, soit en présentiel, en partenariat avec une vingtaine d'établissements d'enseignement supérieur. Et donc là, c'est vraiment des rencontres de recrutement entre Mission Handicap et jeunes en situation de handicap, avec au préalable un coaching des candidats.
Pour votre fédération, quels sont vos enjeux à l'égard des prescripteurs, des acteurs de la promotion des métiers de l'emploi de l'orientation qui nous écoutent? Alors les prescripteurs, c'est un gros enjeu parce que paradoxalement, un des stéréotypes des témoignages de jeunes en situation de handicap qu'on peut avoir, c'est de dire à tel moment, mes parents se sont entendus dire par un prescripteur, un médecin, un enseignant, un directeur d'établissement, votre enfant n'ira pas au-delà du collège. Et en réalité, par l'obstination de la famille, ces jeunes sont devenus étudiants et ont réussi un cursus. Donc pour nous, les prescripteurs, sans forcément le savoir, ont du mal à discerner, à projeter sur un jeune l'expression de ses potentialités à long terme. D'où l'intérêt, et ça a été évoqué tout à l'heure, je l'ai entendu, de ces capsules vidéo qui peuvent être faites de témoignages, parce que rien n'est plus impactant que le témoignage d'un jeune qui explique ce qui a jalonné son parcours, les freins et les leviers, et les bonnes pratiques. Et donc nous, dans notre vivier, on a une dizaine de jeunes qui ont suivi des formations dans les métiers de l'assurance. Et dans le cadre de nos formations, on pourrait tout à fait imaginer la création de ce genre de support. Merci pour cette suggestion. Alors, autre association, l'Arpège, on vous retrouve à distance, Servane Chauvel. Quelques mots pour présenter votre association et son ambition. Oui, merci de l'invitation. Bonjour à Fabien. Salut Servane. On se définit un peu comme des cousins dans notre activité. Alors nous, chez Arpège, on accompagne des jeunes qui ont entre 15 et 30 ans, quelle que soit la typologie de handicap. Et l'accompagnement de ces jeunes chez Arpège, il se fait grâce à des salariés qui sont dans des entreprises partenaires et qui sont mobilisés pour accompagner des jeunes à un moment dans leur orientation et dans leur parcours professionnel. Et parmi ces entreprises, des assureurs, et Generali nous citait tout à l'heure, et ils font partie de nos très fidèles et partenaires depuis bientôt 15 ans. Pour créer des liens entre les jeunes en situation de handicap et les entreprises, quel format d'accompagnement est-ce que vous proposez? Quel format d'événement? Oui, alors il y en a plusieurs. Un qu'on met en place toutes les semaines et tout au long de l'année, ce sont des visites d'entreprise. L'objectif est qu'un groupe d'une dizaine de jeunes qui se connaissent ou qui ne se connaissent pas aillent dans l'entreprise, avec pour objectif vraiment de découvrir la création d'un bien ou d'un service, d'aller vraiment toucher du doigt le métier. Et les témoignages, tout à l'heure, le disait aussi, le monde de l'assurance, c'est un monde qu'on connaît peu ou qu'on ne connaît pas quand on est jeune, ou qu'on voit à travers les informations à la télé quand il y a, par exemple, des problèmes météorologiques, enfin des choses comme ça. Donc on parle des assurances, mais on ne connaît pas vraiment les métiers. Et donc l'objectif de ces visites d'entreprise, c'est d'aller rencontrer les personnes qui travaillent au quotidien. Et puis de manière induite, ça va être aussi de sensibiliser les salariés au sujet du handicap, parce qu'on crée de la rencontre entre les jeunes et ces salariés, et ça permet du coup d'avancer et de mettre à mal aussi un certain nombre de stéréotypes. Et enfin, dernière question rapidement, même question qu'à Fabien Goluet, quels enjeux à l'égard des prescripteurs, préconisations éventuelles? L'enjeu, c'est vraiment de permettre à un maximum de jeunes de participer à nos actions, que ce soit celles mises en place par l'équipe de Fabien, par celle d'Arpège. En fait, l'objectif, c'est vraiment de rapprocher le monde professionnel. Et nous, on fait partie de ces acteurs qui mettons en place des actions sur le terrain. Fabien parlait du DUOD, il y a des visites d'entreprise, on organise des coachings pro, il y a aussi tout un travail autour du mentorat. Donc le but, c'est que les prescripteurs d'orientation se saisissent de toutes ces opportunités pour emmener un maximum d'actions terrain pour les jeunes qu'ils accompagnent. Merci beaucoup Servane Chauvel. Alors Marie-Ange Vildeuil, même question finalement du côté de la fédération, sur quel type d'actions concrètes est-ce que vous vous engagez d'ores et déjà aujourd'hui? Eh bien, on a vu que nos actions portent sur 3 axes. En ce qui concerne la communication, nous développons essentiellement des actions de promotion de nos métiers et des actions d'inclusion. Nous organisons par exemple des webinaires qui sont dédiés aux étudiants, aux jeunes diplômés ou aux demandeurs d'emploi. Nous participons à de nombreux salons et événements métiers-emploi. Sur l'axe partenariat, nous développons justement des partenariats avec par exemple l'APEC et la GFIP. Nous tissons des liens avec des établissements de l'enseignement supérieur. Et en ce qui concerne le dernier volet de l'information et de la sensibilisation de nos adhérents, chaque année, nous organisons un séminaire annuel
qui réunit le comité handicap et les correspondants handicap. Lors de notre dernier séminaire, nous avons abordé par exemple des sujets tels que la neurodiversité en entreprise, le maintien dans l'emploi ou l'accessibilité numérique. Voilà, donc nos actions visent en fait plusieurs objectifs: lever les idées reçues, promouvoir la diversité de nos métiers, une diversité de métiers qui fait appel à tous les talents et des métiers qui sont tous accessibles, et présenter les nombreuses opportunités d'emploi que le secteur propose. Merci. Alors, on va regarder le résultat de la question que je vous avais proposée tout à l'heure. Proportion de personnes handicapées ayant besoin d'un aménagement de leur poste de travail. Vous avez répondu majoritairement. Pour 40% d'entre vous, vous pensez que c'est 10% de personnes handicapées, et pour un tiers d'entre vous, vous pensez que c'est 25% des personnes handicapées qui ont besoin d'un aménagement. Quelle est la bonne réponse? Alors la bonne réponse est 10%, et c'est même moins de 10%. Voilà. On peut rappeler à ce propos que de nombreux acteurs existent pour accompagner à la fois l'employeur et le collaborateur dans leur démarche. Merci Thierry Cellani. Vous êtes chargé de mission à Cap Emploi 75, en charge du secteur de l'assurance, et vous accompagnez des jeunes et des moins jeunes avec des publics, des profils qui sont assez diversifiés. Tout à fait. En fait, dans le cadre de nos missions, on accompagne donc des personnes qui sont en situation de handicap, tout type de handicap, que ce soit moteur, psychique, mental, visuel, auditif et cognitif. L'objectif pour nous, c'est de pouvoir les remettre en poste. On a un accompagnement qui permet de travailler sur la posture, les CV, la technique de recherche d'emploi. Et aussi, on va accompagner les entreprises pour qu'ils puissent atteindre leurs 6% de personnes en situation de handicap. Et on fait beaucoup de communication et d'information auprès de ces structures. Alors, deux précisions. Sur les outils de sourcing, vous avez une CVTech élargie, j'aimerais que vous nous en disiez quelques mots. Et sur les outils d'accompagnement, il y a bien sûr les prestations d'appui spécifiques, les PASS. Tout à fait. En fait, en interne, on a une CVTech. On a des candidats qui nous contactent et qui souhaitent trouver du travail, notamment dans le secteur de l'assurance, des mutuelles ou même des banques. Et on organise une CVTech en interne qui permet aux candidats d'être mis en relation directement avec les entreprises. Et c'est une CVTech qui est partagée avec Pôle emploi dans le cadre des nouvelles teams handicap. Exactement. En fait, on a un rapprochement avec le Pôle emploi. Donc une volonté du gouvernement qui permet de travailler donc avec des candidats en situation de handicap au sein du Cap Emploi et aussi du Pôle emploi. Et dernier mot, les prestations d'appui spécifiques. Alors on l'a vu tout à l'heure, il y a moins de 10% des personnes en situation de handicap qui ont besoin d'un aménagement. Néanmoins, quand il y a un besoin d'aménagement, il peut y avoir un expert de certaines pathologies qui aide au diagnostic et à l'identification de la bonne solution. Exactement, en fait, on a au sein du Cap Emploi, donc des personnes qui sont en relation aussi avec l'AGFIP. S'il y a besoin d'un aménagement de poste, on peut appeler cette structure et ils vont nous permettre d'utiliser un certain nombre d'outils pour permettre aux candidats d'être insérés rapidement dans une structure. Merci beaucoup, merci à tous les trois en studio, en plateau, et merci à Servane Chauvel à distance. Troisième et dernier temps fort de notre webinaire. Après les voies d'accès pour les nouveaux entrants, les évolutions de carrière dans l'assurance pour les salariés en poste, les salariés qui choisissent ce secteur, avec deux interlocutrices du groupe SMA, un interlocuteur d'AXA et le représentant de l'Observatoire qui vont nous rejoindre en plateau. Troisième temps fort, quelles évolutions de carrière, quelles conditions de travail, quelles conditions d'emploi pour ceux qui choisissent le secteur. 4 intervenants pour y voir plus clair. Virginie Gosselin, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Virginie, vous êtes gestionnaire négociatrice au sein du groupe SMA qui compte près de 3000 salariés. Aurélia Tiercelin, bonjour. Bonjour.
Vous êtes conseillère stratégique en GEPP, gestion des emplois et des parcours professionnels et des projets transverses, au sein également du groupe SMA. Et puis on retrouve Norbert Girard et Bruno Chassaigne qui étaient avec nous au tout début de ce webinaire. Alors une question toute simple pour entamer nos échanges sur ce troisième temps. Quelle proportion de salariés changent de métier chaque année? Est-ce que c'est 5%, 10%, 15%, 20% ou 25%? On vous laisse le temps de voter dans l'onglet sondage. Virginie Gosselin, vous avez 38 ans, vous êtes aujourd'hui donc gestionnaire négociatrice à SMA, à Lille. Vous n'êtes que depuis 2 ans dans ce secteur de l'assurance. Racontez-nous ce qui vous a mené tout d'abord vers ce secteur. Alors, je ne vais pas déroger à tout ce qui a pu être dit jusqu'à maintenant. J'ai un parcours qui est un petit peu atypique. Donc, j'ai un Master 2 en stratégie de développement social. Donc, à l'origine, je suis sociologue. Je n'ai pas trouvé de travail dans ma branche. Donc, j'ai travaillé pendant 15 ans en restauration. Donc, mon cœur de métier, la restauration. Et puis ensuite, des missions transverses sur de la comptabilité, du recrutement. Et ensuite, des soucis de santé m'ont mené à un licenciement pour inaptitude. Et je devais donc passer par une reconversion professionnelle. Et j'ai fait un bilan de compétences pour savoir ce qui prédominait en caractéristiques chez moi. Et je ne me suis fermé aucune porte, c'est-à-dire que je ne me suis pas initialement orientée vers l'assurance. Je cherchais un métier à composante juridique majeure. Et je suis tombée sur une offre d'emploi, donc l'offre de gestionnaire négociateur. Et pour gérer les sinistres donc dans la construction. Et j'ai donc postulé pour ce poste en alternance. Comment s'est passé votre recrutement et quel a été le parcours proposé qui vous a permis de prendre le poste en alternance? Oui, alors l'offre avait été proposée par Mission Handicap Assurance, donc Marie-Ange qui était là tout à l'heure et qui m'a accompagnée tout au long de cette démarche. J'ai eu plusieurs entretiens pour la sélection. Et suite à ça, étant donné que je ne venais pas de l'assurance et que je n'avais pas de formation initiale, j'ai suivi 5 semaines de formation préqualifiante avec l'AFPA et 4 jours d'intégration au sein de la SMA pour justement me faire découvrir ce nouveau poste et confirmer ma volonté d'entamer l'alternance qui a suivi dès le mois de septembre. C'est à ce moment-là que j'ai intégré l'IAE de Lille, donc sur le parcours licence professionnelle conseiller et gestionnaire en assurance. Et à la fin de cette alternance, j'ai eu la proposition pour être CDIsée dans l'entreprise que j'avais intégrée une petite année auparavant. Accompagnement par France Assureur, par l'Opco Atlas, par Talent Handicap. Et vous disiez, je ne déroge pas à la règle, puisqu'effectivement, dans votre promo, dans le cadre de la licence, il y avait là aussi des profils de collègues qui étaient très divers. Très atypique, puisque nous étions 33 dans cette promotion et seulement 2 personnes étaient en parcours, disons, classique, c'est-à-dire après bac, le parcours assurance. Donc un petit florilège des exceptions. Nous avions une licence en biochimie, des fleuristes, des pompiers, on avait des militaires, des gens qui avaient fait des licences de droit, des BTS commerce. Donc au final, très peu de gens étaient, dès leur sortie de bac, avaient cette volonté d'intégrer le secteur de l'assurance. Et ce qui est très intéressant dans ce secteur, c'est la diversité des profils et des postes, justement ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, de diversité de postes qui sont proposés, aussi bien les pans juridiques, commerciaux, les informaticiens. Vous avez vraiment pour tout type de profil et d'appétence particulière selon ce qu'on maîtrise le mieux ou ce qu'on souhaite faire. Un éclairage sur vos missions aujourd'hui en tant que gestionnaire négociatrice et sur ce que pourrait être votre prochain poste. Alors, mon métier au quotidien, je gère les sinistres en dommages ouvrages, donc construction neuve, donc qui ont moins de 10 ans. Je gère les déclarations de sinistres, j'instruis ensuite les dossiers qui nécessitent ou non une expertise. Ensuite, je propose des indemnités au besoin et poursuis le tout jusqu'à la présentation des recours envers les assureurs adverses. Donc mon quotidien, c'est des échanges avec des syndics, des propriétaires, des experts de la construction, des économistes de la construction, mais c'est aussi mes confrères chez les assureurs, dans d'autres compagnies. Et à horizon de quelques années ?
comme j'ai cette appétence pour le juridique qui est très très prononcée, c'est vrai que si le poste est ouvert d'ici 5 ans, j'aimerais beaucoup poursuivre et évoluer en tant que juriste. Bon, vous pourrez en parler à votre Oui, bien voisine, Aurélia Tiercelin, qui travaille dans la direction des ressources humaines. Aurélia, précisément, à partir d'un métier, en fait, on peut ensuite en exercer certains autres. Alors, quelques exemples. Oui, bien sûr. C'est l'avantage dans ce secteur. Ça offre pas mal de débouchés. Si, par exemple, on rentre au niveau de la gestion de contrat, on peut évoluer dans le même domaine, donc c'est-à-dire on va commencer en tant que gestionnaire contrat, gestionnaire technique contrat. On peut évoluer ensuite sur une fonction cadre de gestionnaire analyste négociateur avec des risques spécifiques. On peut aussi ensuite évoluer vers du management, là pour être vraiment dans une droite ligne. Mais on peut aussi, quand on a débuté au contrat, passer au sinistre, comme l'a fait Virginie pour rejoindre la partie gestionnaire négociateur, par exemple, évoluer en tant que juriste. Et puis après juriste, on peut aussi passer spécialiste règlement au risque. On peut toujours aller vers du management. Et on peut aussi, ça peut parfois surprendre, mais passer de la gestion au commercial. En étant de gestionnaire technique contrat ou de gestionnaire analyste négociateur. On peut accéder à des postes de conseiller en assurance. Donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit là que dans les métiers cœur qu'évoquait Norbert en début d'échange, on peut passer d'un métier à l'autre, parce que là, je vous ai présenté de la voie contrat vers les autres, mais ça fonctionne aussi dans l'autre sens. Et vous avez quelques exemples d'ailleurs de collaborateurs que vous suivez qui sont passés dans ces différents domaines de l'assurance. Tout à fait. Alors, récemment, j'ai pu accompagner un collaborateur qui est rentré en tant qu'agent comptable recouvrement. Il avait fait une licence pro gestion des entreprises, donc c'était plutôt par opportunité qu'il intégrait ce poste. Au bout de 4 ans, il a évolué en tant que gestionnaire négociateur après avoir réalisé un BTS en assurance. Comme il a des qualités dans la relation client et le commercial, on a souhaité l'accompagner en formation sur le commercial pour qu'il accède à une fonction de conseiller en assurance. Je vois le sourire de Virginie, elle voit de qui je parle. Mais on en a d'autres. Hein. J'ai dans le sud de la France une collaboratrice qui est rentrée avec un BTS secrétariat. Donc elle est rentrée en tant que secrétaire administrative. Attirée par les métiers de l'assurance, elle s'est formée, elle a fait un BTS en assurance avec le groupe. Et donc elle a accédé à une fonction de gestionnaire négociateur et elle a fait tout le parcours, puisqu'ensuite elle a été juriste, elle a été spécialiste règlement au risque et actuellement elle est manager. Donc on a vraiment des beaux parcours et là c'en est 2, mais on en a pléthore. On a pléthore, oui, c'est ça. Bruno Chassaigne, même question au sein d'AXA France. Quelques exemples de trajectoires singulières qui sont loin d'être isolées. Oui, quelques exemples. Alors déjà, la mobilité, c'est sûrement la richesse du secteur et en tout cas chez AXA France, on essaie de la promouvoir de plus en plus. Alors, des exemples un peu atypiques et proches, parce que c'est celui d'un ancien collègue qui était rentré dans les secteurs informatiques pour faire de l'analyse de logiciels et de progiciels, qui ensuite a intégré les ressources humaines pour travailler dans l'équipe à laquelle j'appartiens aujourd'hui sur les sujets de rémunération, de compensation and benefits, etc. Et qui vient d'intégrer un parcours de reconversion pour devenir souscripteur en construction. Donc grâce à un parcours qui existe chez AXA qui s'appelle les Académies Yard et qui permettent aux collaborateurs de se reconvertir vers des jobs en rupture presque avec ce qu'ils exerçaient avant, quoi. Ouais, merci pour ces exemples qui nous permettent de mieux appréhender la réalité du secteur. Alors on va retourner à notre QCM sur la proportion de salariés mobiles qui changent de métier chaque année. Et vous avez été en fait, pratiquement un tiers d'entre vous pense que c'est 15% de salariés qui chaque année changent de métier. Et ensuite,
Vous êtes 24% à penser que c'est 10%. Quel est le bon résultat, Norbert Girard? Sur 2021, qui est une petite année, j'ai envie de dire, parce qu'on est ressorti de crise et puis voilà, la dynamique n'est pas complètement à l'œuvre, on est quand même à 20%. C'est un salarié sur 5, sachant qu'en période de croisière, j'ai envie de dire, on est plutôt sur un salarié sur 4 qui change de poste chaque année. Donc il y a vraiment beaucoup de mouvements en interne de nos entreprises. Merci. Alors, pour les candidats qui s'engagent dans le secteur, il y a bien sûr les perspectives d'évolution de carrière, mais on sait que les candidats sont de plus en plus sensibles à plein d'autres éléments. Les conditions d'emploi, les conditions salariales, ça a toujours été, mais aussi les conditions d'organisation du travail, et notamment de travail à distance. Un petit mot, Aurélia Tiercelin, sur les pratiques qui sont les vôtres au sein du groupe SMA. Oui, on a eu l'occasion de signer un accord de télétravail. Donc on a différentes modalités, dont 2 jours de télétravail par semaine, avec 14 jours volants, ce qui revient à peu près à 9 jours par mois de télétravail qui sont proposés. Et on a aussi un pilote sur la flexibilité des bureaux aujourd'hui. Donc c'est vraiment d'actualité dans le groupe. Et en termes de rémunération ? En termes de rémunération, on se place au niveau du secteur. C'est assez intéressant parce qu'on est rémunéré sur 13,6 mois avec une prime variable en plus. Et on a aussi des primes familiales, d'autres avantages sociaux qui sont proposés dans le groupe. Dernier élément, en matière de formation cette fois ? Alors, en matière de formation, c'est 75% des collaborateurs qui ont été formés en 2021 pour 28 heures de formation. Donc on se retrouve au niveau de la branche sur... L'équivalent de 4 jours, effectivement. Oui. S'agissant, Bruno Chassaigne, de votre côté, à AXA France, à la fois de l'organisation du travail et de ces aspects de conditions d'emploi et de formation. Alors sur l'organisation du travail et télétravail, donc aujourd'hui on est sur une formule à 3 jours de télétravail sur 5. Ce qui est intéressant de noter, c'est que le secteur de l'assurance était quand même assez en avance sur le télétravail avant Covid-1. Je ne parle que d'AXA, excusez-moi, mais on était déjà à 60% de télétravailleurs avant Covid-1. Donc, ce qui fait que quand Covid-1 et la vague 2 sont arrivés, les assureurs étaient finalement assez bien équipés, avaient déjà maturé ces nouveaux formats de télétravail. Bien sûr, sur tout ce qui est formation, tout ce qui est dispositif d'accompagnement des collaborateurs. J'ai envie de citer, qu'on va retrouver un peu dans toutes les structures, mais j'ai envie de parler aussi de tous les accompagnements en termes de mobilité douce, tous les dispositifs qui peuvent aussi inciter les jeunes et les moins jeunes à rejoindre le secteur de l'assurance et AXA, bien sûr. Vos témoignages, finalement, au sein à la fois du groupe SMA et d'AXA France, sont loin d'être isolés, Norbert Girard, parce que finalement, on retrouve à peu près ces données-là lorsqu'on regarde l'ensemble de la branche, et vous avez la chance d'avoir des données qui représentent quasiment la totalité du secteur. Oui, c'est vrai qu'on actualise chaque année l'ensemble des données disponibles par une grande enquête qu'on fait auprès de l'ensemble des sociétés d'assurance, donc les 247 que Cathy Rifauchelet citait en début de webinaire. On a 94% de taux de réponse, donc un taux quasi stalinien, ce qui nous permet d'avoir une vision véritablement exhaustive de ce qui se passe au niveau de l'assurance, une photographie renouvelée chaque année qui permet de faire un film et de voir, de distinguer entre le conjoncturel et structurel. En matière de formation professionnelle, après avoir dit que le secteur de l'assurance était en croissance, qu'il recrutait, qu'il intégrait, on voit que c'est tout au long des parcours professionnels que 9 salariés sur 10 vont au moins une fois en formation chaque année. Pour une durée moyenne de 4 jours, c'est ce que les uns et les autres confirmaient, mais c'est la moyenne de branche, alors avec des modalités présentielles, distancielles, mix, blended pour faire moderne en franglais, et puis aussi dans les conditions de travail, 61% des salariés de l'assurance bénéficient du télétravail. Alors, on parle bien de télétravail volontaire, et comme Bruno le rappelait, oui, avant Covid-1, comme tu disais, on était déjà à 17% de taux de télétravailleurs au niveau de la branche,
Quand au niveau national, si on se souvient des chiffres, on était à moins de 3%. Donc la profession est même montée quasiment à 98% de télétravail pendant les périodes les plus difficiles. Le tout sur 92 jours, c'est-à-dire un peu plus de 2 jours, un peu moins de 3 jours. Presque de la télétravail. moitié. Hein, si on rapporte à 200, 220 jours de travail par an, c'est quasiment la moitié. Merci pour ces précisions, merci beaucoup à tous les quatre, à la fois pour toutes ces données et ces illustrations. Et il est temps de conclure à présent ce webinaire avec Cathy Riffochenel qui va me rejoindre à nouveau. On clôture nos échanges avec quelques dernières informations pratiques et utiles sur de nouveaux outils en cours de réalisation et qui pourraient intéresser notre public, Cathy Riffochenel. Oui, alors des outils ont été présentés déjà tout au long de cette matinée. Donc les nouveautés, un escape game, donc de façon à présenter les métiers de l'assurance d'une façon ludique et attractive pour les jeunes. Cet escape game, on le déploie déjà dans les salons dans lesquels nous intervenons, mais on va le rendre accessible au plus grand nombre sur tablette et sur ordinateur. C'est le projet 2023. Et puis un Zoom métier en partenariat avec l'ONICEP. On a compris là, tout au long de cette matinée que les partenariats étaient importants. Donc un nouveau partenariat, celui avec l'ONICEP, un Zoom métier, donc 20 métiers illustrés, 20 nouveaux témoignages. Donc ce Zoom métier sera disponible à l'automne prochain. Et puis notre présence sur les salons. Parce qu'effectivement, sur les salons, nous étions présents cette année, nous le serons à nouveau l'an prochain. Rien qu'au premier trimestre, nous serons présents, je regarde mes notes, à Bordeaux, à Nantes, à Rouen, à Marseille, à Strasbourg et à Lille, de façon à être au plus proche des étudiants et de leurs familles, mais aussi des acteurs locaux, des acteurs de l'orientation, des acteurs de l'inclusion, de l'emploi et de la formation. C'est l'occasion pour nous aussi de vous rencontrer sur les territoires. Et puis, peut-être pour illustrer aussi le dynamisme des négociations au niveau de la branche des sociétés d'assurance, 2 nouveaux accords ont été signés. Un accord qualité de vie et conditions de travail, et puis un accord PROA, qui est en attente d'extension à date. La promotion ou la reconversion par l'alternance. Pour reboucler nos échanges, tout ce qu'on a pu évoquer durant ce webinaire, 3 sites clés à retenir pour bien appréhender le secteur et la branche des sociétés d'assurance. Oui, alors, eh bien on ne l'a pas. Alors on peut les citer peut-être, ces 3 sites. Alors le premier site, un site dédié justement à l'information sur le secteur, les métiers, des vidéos métiers, des témoignages, des quiz, des fiches métiers et des comment y accéder. Le site J'assure mon futur que nous avons réalisé en partenariat avec nos 3 autres branches de l'assurance que sont les agents généraux d'assurance, les sociétés de courtage et les sociétés d'assistance, et évidemment avec l'appui technique et financier de l'Opco Atlas. Donc je répète, j'assuremonfutur.fr. Le site évidemment de France Assureur, disponible aussi au plus grand nombre et sur lequel vous trouverez une page emploi et formation. Et on retrouvera toutes les formations évoquées par Philippe tout à l'heure, et puis les liens aussi emploi de nos sociétés adhérentes. Qui renvoient vers les sites respectifs, effectivement. Exactement. Et puis évidemment, que le site de l'Observatoire, qui est toujours aussi riche de ses études et de ses chiffres, éclairant sur notre branche les chiffres actuels et puis les perspectives évidemment à venir. Merci à vous, Cathy Riffochenel, et merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Le mot de la fin ? Oui, alors un grand merci à tous les intervenants pour leurs témoignages qui illustrent bien les valeurs de l'assurance. La variété et la richesse des parcours montrent bien que l'assurance est plurielle, et bienvenue à toutes les personnes qui souhaitent nous rejoindre, et toutes les compétences sont les bienvenues. Merci également à toute l'équipe de l'Opco Atlas qui nous a aidés à organiser cet événement. Merci à toute l'équipe d'AEF et merci bien sûr à toi Nicolas
pour l'animation de ce temps d'échange. Et puis merci à tous les participants qui nous ont suivis à distance et puis qui auront la possibilité d'avoir le replay dans les quelques heures ou quelques jours à venir. Et puis merci à vous aussi à distance de remplir peut-être le questionnaire pour nous donner vos retours d'expérience sur cette première animation qui était la nôtre aujourd'hui. Et puis avoir vos retours permettra de renouer ou de renouveler cet événement peut-être chaque année. En tous les cas, ça sera avec plaisir. Un grand merci. Merci à toutes et tous. Excellente journée.